Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'efforts su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Ralia Septi. Ralia, bonjour. Bonjour Karim. Comment vas-tu Ralia ? Très bien, je te remercie. Merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation de Génération Kairos. Merci pour ton invitation, c'est un grand honneur, j'ai vu la liste des invités, merci beaucoup. Eh bien écoute, merci d'avoir répondu à cette invitation et surtout en tant que femme, parce que j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de femmes inspirantes avec des parcours et des parcours atypiques ou inspirants, donc je te remercie beaucoup de me donner cette occasion de te rencontrer déjà, de me faire visiter les locaux d'Aitmanos, qui va être notre sujet principal, et puis voilà, de peut-être pouvoir inspirer par la même occasion d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Merci beaucoup. Très bien. Bien écoute, Ralia, je vais te présenter rapidement. Donc tu es cofondatrice et directrice générale de la maison Aitmanos. Donc Aitmanos, c'est 70 personnes, 15 millions de dirhams de chiffre d'affaires, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est une maison qui est née d'une histoire d'amour d'un couple, donc avec ton mari, Tchoufer, que je viens de rencontrer, qui voulait fonder une tribu et qui voulait vivre avec et de sa passion pour la céramique. Alors aujourd'hui, vous exportez dans 15 pays, donc grâce à une créativité, un procédé innovant et breveté qui permet de préassembler et de pré-apposer du zlige marocain, fabriqué de manière artisanale, et j'insiste sur le entièrement réalisé à la main parce que c'est le cas, et ça fait toute la particularité et la qualité de ce produit. Donc il permet de le préassembler, préposer chez le client, donc le client qui est à l'international, donc 15 pays, c'est ça. Dans les meilleures conditions de qualité et d'esthétique pour ce beau matériau. Aitmanos fait entrer donc le zélige a fait entrer le zélige dans la modernité, le glamour, et tout en gardant ses lettres de noblesse séculaire. On parlera donc aussi d'innovation, d'identité de marque. Oui. Et là pour la fin, moi j'aimerais bien qu'on évoque aussi la promotion sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un travail de qualité qui est fait et j'aimerais bien avoir tes petits conseils là-dessus, tout simplement. Avec plaisir. Voilà. Et Ralia, avant de démarrer la discussion, il faut quand même que je remercie Andrea et Julien, donc deux amis chers qui n'ont pas tari d'éloges sur toi. Et comme c'est des amis fiables, donc je les suis presque aveuglément. Et ce qu'il y a aussi, je pense, d'intéressant dans ton profil, c'est que tu es co-entrepreneur, donc c'est quelque part dans le family business, où on a l'artiste qui est à l'atelier et on a le promoteur, ou la personne qui doit faire des affaires et la promotion de toute l'offre. Et ça a mis sur le marché. Et la multiplication des partenariats, qu'ils soient créatifs ou commerciaux. Donc il y a cet aller-retour intéressant entre la création et le marché. Et puis parce que tu représentes le secteur de l'artisanat, donc qui a pour moi un potentiel immense. Et j'imagine que tu es la première peut-être à le déplorer. Donc on capte pas suffisamment la part qui pourrait nous revenir de ce potentiel. Et tu t'es engagé dans la Fédération des entreprises d'artisanat pour parler également de comment peut-être améliorer l'offre de l'artisanat marocain au sens large, à l'international. Et enfin, tu es championne olympique de ski alpin, donc les JO d'Albertville 92, excuse-moi de rappeler cette année qui nous paraît bien loin. Mais tu es triathlète et Ironman ou un woman, je ne sais pas. Donc j'ai vu Agadir, Marbella, Marrakech, etc. Mais donc moi je comprends, c'est que le sport est une drogue pour toi et que tu as un tempérament de battante et d'endurante.
Et c'est également cette dimension-là que j'aimerais toucher du doigt, c'est comment on cultive ce mindset-là. Et pour finir, tu as enregistré un très joli podcast donc, qui s'appelle Designer marocain avec Rihab Ouhlis, oui. Donc, qui m'a permis d'écouter ton histoire et d'apprécier ton authenticité. C'est pour ça aussi que ça m'a encouragé à faire ce pas. Peut-être ne pas faire quelque chose de redondant, mais de complémentaire. Merci Rihab, oui. Voilà, et donc je vous invite à aller l'écouter si vous êtes particulièrement intéressé par le design. Et donc voilà, chère Alia, je crois que j'ai à peu près tout dit en matière d'intro. J'espère que ça va bien poser le cadre. Et je voulais démarrer la discussion par une petite question sur l'appétence au risque. Mm-hmm. Est-ce que tu as, parce que j'ai cru comprendre que tu étais assez facile avec le risque, enfin que tu avais une appétence au risque. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport détendu par rapport au risque? Est-ce qu'il était natif ou bien tu l'as nourri? Je pense que c'est important de voir comment est-ce que tu as évolué là-dessus. Et puis voilà, je pense que c'est la question avec laquelle je voulais démarrer. Très bien. Merci Karim pour ton invitation et pour cette présentation que j'ai découverte en même temps que tout le monde là à l'écoute. Merci à Julien et Andrea, évidemment, qui ont joué un rôle important aussi dans un tournant qu'on a pris dans notre entreprise à un certain moment de notre vie. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, le risque. Je crois que la première fois que j'ai découvert que j'avais un rapport au risque qui était peut-être pas très commun, on va dire, c'est que j'étais sur une piste de ski assez dangereuse. Je devais avoir environ 15-16 ans. Et que ma mère, mes parents sont des grands sportifs. Alors, je n'ai jamais entendu un de mes parents nous dire « Attention, tu vas tomber ». Chez nous, je pense que le risque, ça fait partie... on est très à l'aise avec ça. Et j'avais déjà conscience que dans les autres familles, c'était pas toujours pour tout le monde la même chose. Va mettre un pull, tu vas attraper froid. Je n'ai jamais entendu ça de ma mère. Et pourtant, c'est une mère très proche et très maternelle. Mais c'était pas ça. C'était d'autres formes de proximité maternelle. C'est très intéressant à souligner. Et je l'ai entendu me dire, mais attends, mais tu réalises à quelle vitesse tu descends cette piste, mais c'est vraiment dangereux et tout ça. La première fois qu'elle me disait, qu'elle me faisait une remarque sur les risques que je prenais. Et en fait, je pense que soit je n'en avais pas tout à fait conscience, soit c'était complètement intégré. La vitesse, la pente, vraiment le risque, le danger, j'aime bien ça. Tu n'avais jamais pris de gamelle avant? Si, bien sûr. Je me suis fait plein de fois, plein de chutes, j'ai eu très mal, je me suis cassé plein de choses. Je me suis fait les dents, cassé des côtes, déchiré des ligaments, j'ai eu des plâtres, des opérations, mais ça n'a jamais entamé... je ne sais pas comment dire ça, mais le risque, c'est quelque chose qui est directement lié au plaisir. En tout cas, pour le ski, qui est ma passion. Au départ, la montagne, le ski, on parlera de tout ça tout à l'heure, mais le risque, c'est vraiment complètement dans le quotidien. Mon père m'a appris à conduire quand j'étais très jeune. Il faisait du rallye automobile, donc il a toujours roulé très vite. Mais de manière pilote. Et il m'a appris à intégrer la vitesse dans le risque et la vitesse dans la performance et dans la sécurité. C'est-à-dire que pour lui, la vitesse, c'est la sécurité, à la manière dont il me le présentait. Par exemple, un petit détail très simple, quand on apprenait à conduire avec lui, il fallait accélérer dans le virage, alors que 99% des gens freinent dans un virage. Ça, c'est un exemple très précis, mais qui est... donc, quand on intègre un peu l'inverse, mais pas pour la sécurité, parce que quand on accélère, les roues adhèrent plus à la route, donc on dérape pas, donc on sort pas de la route, donc on assure sa sécurité. Tout à fait. Il y a un côté rationnel. Un côté rationnel dans ce risque-là. Je pense que c'est très lié effectivement au sport. Et après, ça s'est probablement développé aussi par capillarité dans peut-être les autres domaines de ma vie. J'ai toujours fait des choses qui étaient un peu... par rapport aux personnes de ma génération, je faisais des choses souvent. On me dit, mais tu te rends pas compte, tu as fait ci ou tu vas faire ça. Non, ça me...
ou bien je le mesure parce que je fais pas de choses, je pense. Les risques sont calculés. D'accord. Mais ça fait partie des risques. J'aime bien ça. Ok, donc tu as multiplié un peu les sensations au travers du sport, donc au travers du ski. Tu vois, il faut assouvir ce besoin de prendre des risques. Donc tu l'as fait au travers du sport. Après, peut-être tu peux nous évoquer le côté professionnel. Alors, comment ça se traduit? Alors, côté professionnel, le risque se présente de manière différente. D'abord, je ne suis pas toute seule. Donc, à la différence du risque sportif où le danger n'engage que moi, encore que quand on devient mère de famille, on descend un peu la barre, je pense, inconsciemment. Mais dans l'entreprise, on n'est pas seul. Donc, la notion du risque, elle doit se faire dans un champ de sécurité qui est un peu différent. En revanche, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à prendre des risques, c'est que j'ai toujours eu très peu de moyens. J'ai eu très peu de moyens. Et très souvent, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on est obligé de faire des choix qui sont plus périlleux. Plus périlleux. Et du coup, on a une acuité face à ce qu'on va dérouler dedans, qui est très, 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 très précise et très éveillée. Par exemple, je vais donner un exemple assez précis qui me vient à l'esprit. En 2009, quand il y a eu la crise aux États-Unis, la crise financière, on a ressenti la crise à partir de 2010-2011 et franchement, ça a été très difficile. L'export a chuté, on avait un très gros marché aux États-Unis, plusieurs clients qui ont souffert. Et donc, à l'époque, on avait beaucoup moins de budget pour faire des choses. Donc, par exemple, en 2009, le web, en tout cas, c'était quand même un peu... On a oublié que c'était embryonnaire. Maintenant, tout le monde trouve que c'est normal, mais on est en 2020. Il y a 11 ans, on n'était pas comme aujourd'hui. Au Maroc, donc, au Maroc, en tout cas. Et par exemple, pour tout ce qui était outils marketing, choix, on avait très peu de moyens. Et nous, on est dans un domaine de luxe, de haut de gamme. Le catalogue et tout ce qui est imprimé, tous les outils de communication, c'est essentiel, parce qu'on doit avoir des choses qui sont vraiment de qualité. Et à l'époque, on avait beaucoup moins de budget, et c'est à cette époque-là qu'on a décidé de laisser tomber complètement les supports papier classiques pour tout mettre sur le web. Et à l'époque, sur le web, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Nous, on avait fait notre site internet en 96. On a été vraiment, je pense, un des premiers Marocains à avoir un site internet. Et on s'était dit... On a moins de budget, on met tout dessus, un peu un tapis. On a fait tapis. Ça, c'était un risque quand même, parce qu'à l'époque, on commençait à avoir un peu de la concurrence. C'était l'époque où on faisait des salons professionnels. Vous arrivez sur vos salons professionnels, vous n'avez pas d'outils de communication. Allez sur le site web. Voilà, donc on a fait des choix comme ça. Après, il y a eu plein d'autres moments aussi, on a pris des risques. Mais c'est vrai que le risque, quand vous devez le partager et que vous embarquez avec vous toute une équipe, c'est différent. Je comprends. Ok. Eh bien, super. Si on revient dans le temps, je pense que ce serait intéressant d'évoquer la notion du sport et du dépassement de soi. Et puis, tu es surtout une championne en chair et en os. Et j'ai bien envie que tu nous racontes un peu cet état d'esprit de championne. Alors, championne, souvent, c'est marrant parce que quand j'entends championne, j'ai l'impression que ça ne s'adapte pas à moi, que c'est pas usurpé, mais parce que en fait, c'est une posture, c'est une manière que les autres ont de vous voir. Parce que quand vous êtes dans un monde de compétition, tout le monde est champion, en fait. Parce qu'on est tous au départ, on est tous à l'arrivée, on est tous finishers. Tout le monde finit, on a tous eu des médailles, donc c'est pas un qualificatif déterminant, on va dire. J'ai commencé toute petite, comme je te le disais tout à l'heure, mes parents sont des fanatiques du sport. C'est familial. Chez nous, quand on part en vacances,
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'est-ce qu'on va faire comme activité? On se réveille tôt, on bouge. Alors que la plupart des gens partent en vacances pour se reposer. Chez nous, on se repose pas beaucoup. C'est-à-dire que si, je pense qu'on revient, on est en forme. Donc c'est quoi le repos en fait? C'est aussi s'amuser, prendre du plaisir, partager les choses. Non, oui, les grasses matinées, tout ça, c'est pas... J'aurais bien aimé, hein. De temps en temps, j'en rêve, mais... Donc, toute petite, ça a commencé. Mon père est très, très, très branché compétition. Donc, j'ai aimé, par exemple, pour le ski. J'ai aimé ça vers l'âge de 6 ans. Par là, j'ai commencé à réclamer. Et à 7 ans, quand mes parents ont vu que je réclamais beaucoup, ils ont commencé à m'envoyer, moi, mes frères et sœurs, moi je suis l'aînée, donc mes frères et sœurs étaient petits. Ils m'envoyaient toute seule. À l'époque, ça se faisait pas trop. On voyageait pas, en fait. On voyageait pas à l'étranger, mais mon père m'a envoyé 15 jours en France dans une colonie où j'ai fait que ça pendant 15 jours. Et je suis revenue avec un chapelet de médailles. Et même le responsable du stage, il ne comprenait pas. J'avais 7 ans et demi, j'étais petite quand même. Et j'ai ramené, je ne sais pas pourquoi, j'ai ramené plein de médailles. En spécial, en géant, etc. Donc j'ai voulu y retourner l'année d'après, et puis l'année d'après, donc 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc chaque année. Donc, et puis à l'époque, c'était des séjours assez intensifs. On faisait beaucoup de slalom, c'était assez technique. Et puis après, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, j'ai voulu aller dans des trucs plus spécialisé. Donc, j'allais skier en juillet, par exemple. Qui c'est qui va faire du ski de neige en juillet? Je réclamais d'aller sur des glaciers. À l'époque, les glaciers étaient en meilleur état qu'aujourd'hui. Donc, j'ai passé mon bac. Dès que j'ai passé mon bac, 2 jours après, j'étais sur un glacier. Je voulais aller faire du ski. Ok, mais donc, au-delà de faire du ski, c'était quoi ton ambition? Aucune. À l'époque, je me contentais... par contre, c'est vrai que quand on fait du ski et qu'il y avait beaucoup de championnats, il y avait les championnats du Maroc chaque année, il y avait la coupe du 3 mars, il y avait le week-end du 1er mai, il y avait encore de la neige. Chaque fois qu'il y avait une course, mon père il m'embarquait, je faisais les courses. D'accord. Donc, je gagnais pas tout le temps, mais encore qu'on était très peu de filles. Il y avait Nawal Slaoui, que tu connais peut-être. Et donc, on se retrouvait à chaque fois, première, deuxième, puis il y avait d'autres filles, première, deuxième, troisième. Donc, cette histoire de Jeux Olympiques, comme j'étais classée sur les listes du championnat du Maroc, donc j'avais plein de coupes, plein de médailles. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des premières coupes. Je me rappelle pas quand est-ce que j'ai gagné. J'ai toujours eu des coupes. D'accord. Chez nous, tout le monde a des coupes. Okay. Tout le monde a des coupes, tout le monde a des médailles, dans tout. Ok. C'est un peu, on fait ça les week-ends. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une course, on va faire une compète. Non, mais c'est qu'il y a une, voilà, il y a un esprit. On sait pas où les ranger les coupes chez nous. Je veux bien prendre quelques-unes. Non, on en a plein. C'est un vrai problème. Non, mais c'est qu'il y a un esprit de compétition derrière. Ça ne te fait certainement pas peur. Ah au début ça me faisait peur. Si quand j'étais tous les départs sont engageants. Il y a de l'anxiété, il y a de l'excitation. Prendre un départ aux Jeux Olympiques. C'est une sacrée dose de stress. Mais c'est... C'est quoi le départ? C'est quand on est en haut là et qu'on compte, il y a compte à rebours. Ouais. Il y a une voix qui dit... 5, quand tu veux. Quand tu veux, 5, 4, 3, quand tu veux. Avec je sais pas combien de millions de personnes qui regardent. Et oui, et surtout ce qui est très impressionnant, c'est la quantité de téléobjectifs. C'est ça qui m'a marqué. C'était le nombre de journalistes et de téléobjectifs. Et c'est ça qu'on voit d'abord en premier, des centaines de téléobjectifs grands d'1m50. C'était assez marrant. Non, oui, la compétition, c'était comme ça. Donc les Jeux Olympiques, quand ils ont décidé de constituer une équipe, ils sont allés chercher dans les classements des compétitions, des championnats du Maroc, et ils ont pris les premiers noms qui tombaient. Donc, ils voulaient 2 filles, ils ont pris les 2 premières. Ils voulaient 6 garçons, ils ont pris les 6 premiers. Donc, c'est un peu en même temps un hasard et pas un hasard. Parce que si j'avais pas fait les championnats du Maroc, voilà, tu n'aurais pas été connue ni classée. Donc, j'allais dire, même si c'est à l'échelle du Maroc, qui est un tout petit pays là-dedans, ça s'est passé comme ça. Ils sont allés prendre les meilleurs. Après, on s'est retrouvés sélectionnés dans une équipe, pris en charge par des coachs, envoyé en France, en Espagne pour différents stages. Ça a duré 2 ans et demi. Quand même. Voilà, ça a duré 2 ans et demi. Donc moi, j'avais 20 ans quand j'ai rejoint l'équipe, 19 ans et demi.
Donc, moi, j'étudiais parce que j'avais eu mon bac, j'étais étudiante en France. Et entre des séquences d'études, on partait en stage soit du côté de Chamonix à l'École nationale de ski alpinisme française, soit en Espagne, soit au Maroc, quelquefois à Luca, aussi à Luca Imden. Et on a fait quand même pas mal de stages sur 2 ans et demi. On était quand même bien préparés. C'était sérieux. C'était une préparation sérieuse. C'était une préparation sérieuse qui a été encadrée par un coach français qui était entraîneur même de Franck Picard à l'époque. Donc c'était quand même quelqu'un de qui je suis restée très proche, qui s'appelle Jean-Louis Galinier, que je vois presque chaque année. Je continue à skier avec lui. Et ensuite, on s'est retrouvés au jeu en février 92, comme tu l'as cité tout à l'heure. Et alors, comment tu vis cette expérience? Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, parce que ce qui est intéressant, c'est le parcours et l'après. Qu'est-ce que tu en as fait de cette expérience? Je crois que c'est le jour, comme tu le disais tout à l'heure, le départ de ce slalom, c'est le jour où j'ai reçu la plus grande dose de stress possible et imaginable pour moi, en tout cas. Et donc, avoir vécu ce niveau de stress et d'avoir pris le départ et fini, parce que le truc, c'est pas juste d'être stressé, après, il faut dérouler. Derrière. Ça dure combien de temps? C'est 2-3 minutes, ça dépend. minutes. Le géant, un peu plus, et le slalom, un peu plus court, 1 minute et quelques. Donc, c'est justement, on en parlera tout à l'heure, parce que donc, cette partie de ma vie, c'était de la dynamique, ce qu'on appelle de la compétition dynamique. Donc, c'est des préparations en haute intensité, mais sur très courte distance. Et ensuite, j'ai développé, je me suis lancée dans des challenges nouveaux d'endurance. Et j'ai découvert que c'était très différent. J'ai eu de gros problèmes au début parce que je pensais que je connaissais. Et j'ai eu une très, très grosse phase de remise en question quand j'ai commencé les triathlons longue distance. Parce que, à la limite, les triathlons S et M, ce qu'on appelle les sprints, et les M, c'est les courtes distances. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 3 heures. Je considère que c'est encore de la courte distance. Et quand on se lance dans des choses d'endurance où les entraînements sont longs, c'est chronophage et tout, là, j'ai eu un petit coup au moral à un certain moment. Si ça t'intéresse, je peux te raconter parce que ça a été un gros moment de doute. Et là, c'est l'Ironman, là? Alors, quand j'ai préparé mon premier Ironman, D'accord. quand je me suis lancée dans la prépa du premier Ironman, j'ai très mal vécu le premier tiers de ma prépa. Très, très, très mal vécu. C'était la première fois que j'avais un doute pareil. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, quand même, tu as fait les JO. Bon, ça, c'est galère, c'est costaud. Mais bon, de toute façon, moi, je voulais juste finir. Mais pour comprendre, quand tu dis ta prépa, c'est que tu ne te voyais pas progresser, c'est ça? Non, dans ta pas préparation? ça. C'était la charge. La charge physique et la charge mentale. Parce que préparer un half Ironman, moi, c'était un half. C'était un semi, c'est un 73. C'est 6 jours sur 7 d'entraînement. Okay. On arrive à facilement 10 à 12 heures, des fois jusqu'à 14. Jusqu'à 14 heures d'entraînement par semaine. Et puis, il faut continuer à travailler, continuer à s'occuper de 3 enfants. Il faut tenir. Voilà, il faut dormir. Il faut dormir. Donc, il y a eu un moment où j'étais... Pour récupérer. Pour récupérer. Pour la performance. Justement, on en parlera aussi de la récupération. C'est essentiel. En ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, on en parlait. J'ai mon neveu, Mehdi Yacoubi, qui a lancé un podcast qui s'appelle The Long Game. Okay. Et justement, il s'intéresse à ces questions qui touchent la longévité, l'entraînement intensif et les effets des entraînements haute intensité sur l'organisme. Et il est clair qu'aujourd'hui, j'ai découvert l'importance de la récupération. Et je suis persuadée que dans la vie professionnelle, les gens qui sont les plus épanouis, parce que ce qui compte pour moi, c'est d'abord l'épanouissement avant la réussite, parce que c'est de se dire, je fais les choses en aisance. Et pour que les choses soient faites en aisance, il faut récupérer. Alors récupérer, il y a plein de moyens différents de récupérer. Chacun a ses systèmes, mais en revanche, la récupération, c'est essentiel.
Et j'ai appris sur cette phase d'entraînement-là. J'avais fait un long mail justement à mon coach, parce que j'ai un coach qui est en France, avec qui je communique une fois par semaine. Et je lui disais, là, je suis complètement perdue. Ça ne va pas du tout, je suis épuisée. Et là, j'ai fait un petit peu de méditation. Je ne suis pas très branchée sur les trucs de méditation. Je pense que c'est... Et là, il a fallu vraiment que je le fasse, que je me pose et que je réfléchisse sur ce que je voulais vraiment. Et ensuite, tac, je me suis arrimée sur un nouveau rythme et ça s'est très, très bien passé. Okay. Très bien passé. Pourtant, c'était mon premier. C'était un très difficile parce que j'avais démarré par Marbella, qui est loin d'être un Ironman facile. Et ça s'est bien passé. Et la préparation est plus dure que la course. Okay. Les gens souvent ont du mal à intégrer cette information. Le jour où vous arrivez, vous êtes prêt en fait. Pour une compétition d'endurance. Parce que l'endurance, c'est la charge de l'entraînement qui fait que le jour, on est prêt de toute manière. Tout le monde le sait. Si vous avez suivi le programme et respecté 2-3 règles, ça passe. Et le jour où on arrive, le plus dur, c'est pas la course. Mais tu peux, juste pour toucher du doigt ce que tu dis, rappelle-nous ce que c'est l'Ironman. C'est quoi c'est un triathlon, je crois. Voilà. Et les durées. Ou le half que tu as fait, voilà, le half. Ce qu'on appelle le 73. On a 1900 mètres de natation en eau libre, généralement en mer ou en lac. Donc c'est un peu moins de 2 km. On a 90 km de vélo. Et ensuite un semi-marathon de 21 km. D'accord. Le même jour. Et ça, c'est combien d'entraînement ? Combien de mois ? Oui. Bon, je pense que quand on démarre avec une condition physique correcte, en 4 mois, c'est bien. D'accord. Donc, ouais. Bon, c'est quand même... Il faut déjà être un coureur, un nageur et savoir faire un peu de vélo quand même. Non, mais il faut comme tu le disais, il faut tenir l'entraînement surtout pour pouvoir... D'où l'importance de la répétition, ce qu'on disait tout à l'heure, la répétition, la régularité. Oui. Et là, tu disais, c'est au quotidien. Hein. 6 jours sur 7, il n'y a pas plus régulier que ça. Il ne faut pas sauter de séance. Ok. Donc après, si on reprend le fil, donc je pense que tu finis tes études, retour au Maroc assez tôt. 92. Juste après les JO. Juste après les JO. Et pour arriver jusqu'à Hetmanos, la création d'Hetmanos, si tu peux nous raconter par quel moment clé. Donc, j'ai compris que c'était plutôt une passion de ton mari qui l'avait guidé vers se lancer dans cet univers-là, et que tu l'aides à ranger ses papiers, que finalement tu as fait plus que ranger ses papiers, peut-être lui tendre les papiers que tu voulais lui faire bien signer. Mais il y a, je pense, au-delà de l'anecdote, je pense que vraiment les histoires de création sont pleines de symboles et de sens, parce que c'est le moment, il y a des moments clés. Est-ce que tu te souviens de ces moments clés où, au lieu tu as choisi vraiment de tendre le papier plutôt d'aller répondre peut-être à un appel de quelqu'un qui voulait te lancer dans un autre projet? Alors, moi, j'ai un trait de caractère qui consiste à faire à faire les choses qui doivent être faites. C'est-à-dire que j'ai un petit côté dans le devoir, il faut faire les choses. Ah non, ça c'est mal rangé, je vais le ranger, etc. Donc j'ai un peu tendance à ça. Donc c'est vrai que quand Oufir avait ce projet de monter son atelier de céramique, moi, à l'époque, je travaillais, parce il fallait qu'on paye notre loyer, donc moi, j'avais trouvé un job, et j'étais dans une affaire dans le papier, pour les imprimeurs, etc. Et puis, au bout de 18 mois, j'ai démissionné, je voulais trouver un job plus sympa, donc je démissionne. En même temps, je venais d'avoir mon premier enfant, je venais de l'avoir. Et j'avais dit, le temps de chercher un autre boulot, c'était à peu près en décembre 94. Donc Fadel, mon fils aîné, avait quelques mois. Et il avait vraiment 8-9 mois. Et je lui ai dit, je t'aide un peu pendant 2-3 mois. Il avait déjà importé ses fours. Donc les fours céramiques étaient en instance d'importation, et il y avait un bazar monstre effectivement dans les papiers d'import et douane et tout. Donc j'ai commencé un peu à classer les papiers, à faire des dossiers, etc. Et puis aller à la banque, aller venir, et puis une chose une autre, il avait loué son local pour les mettre, Mm-hmm. et donc on arrive là où on est là actuellement, c'était ce local-là. Ok.
Super. Là, on enregistre aujourd'hui. On entend les petits tic-tic des Oui, on élégeurs. les sent trop bien. Et j'étais donc... Il n'y avait rien, évidemment, ni bureau, ni rien. J'étais juste assise sur un espèce de gros tonneau et je prenais des notes de voir ce qu'il fallait faire, monter l'électricité, faire venir, aller à l'IDEC. Bref, de lui donner un coup de main pendant que lui s'occupait des choses plus techniques. Et puis, une chose, une autre, quand les fours sont arrivés, que là, on est rentré dans le dur, je me suis dit, je ne peux pas le laisser maintenant, je vais attendre encore un peu. Et puis, un peu, moi, j'ai fait un master en exportation. Donc, dès qu'il a commencé à fabriquer, je me suis dit, idéalement, ce serait bien qu'on exporte. Mais ça, c'est marrant, en fait, cette histoire. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça tombe tellement bien. Que tu as fait ton master en exportation, donc oui. Tu avais j'avais la fonction. Voilà, pour moi, tu avais vraiment la fonction au bon moment pour dire, parce que pour moi, vous vous êtes positionné sur une niche au travers de votre offre. C'est peut-être que le marché, je ne connais pas le marché, etc. Mais je pense qu'il y a une intelligence derrière votre projet dès le départ, c'est de viser l'export. Oui. Et cela, peut-être que entre guillemets, ce mérite te revient parce que tu étais, avec ce savoir-faire-là, tu as peut-être un peu poussé l'entreprise dans ce sens. Mais c'est tout à fait vrai, parce que je me souviens même qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il y avait quelquefois des gens, des industriels ou des fabricants, ou même des artisans qui étaient plus dans mon secteur d'activité, qui pensaient que exporter, c'était difficile. Ou non, c'est risqué, etc. Alors que, à aucun moment, alors on revient à l'histoire du risque, à aucun moment je me suis sentie dans l'impossibilité d'exporter. Pour moi, c'était évident qu'il fallait exporter. Vu qu'on était sur un produit préassemblé prêt à poser, parce que le zlige, tel qu'on le fait, c'est un produit préassemblé prêt à poser. Si toi, tu es marocain et tu veux faire du zlige ici, tu fais venir un malem, tu n'as pas besoin d'avoir un produit préassemblé prêt à poser. Donc, par nécessité, c'était vraiment la nécessité, c'était de l'exporter. Mais ça arrivait après. L'innovation ou ce procédé nouveau, ça a été plutôt un moyen. C'est-à-dire que, ce que j'ai compris, vous avez d'abord ciblé l'export et vous avez développé le procédé pour y arriver. Oui, parce qu'en fait, quand on a démarré à Hitmanos les 2 premières années, on faisait une vaisselle peinte à la main, comme une poterie de Fès. Et c'était une vaisselle qui était peinte à la main avec les motifs de Fès. On avait les ma'allem de Fès, etc. Et là aussi, on s'est dit, on va exporter. On va vraiment exporter parce que c'était... je sais pas, le premier jour, je me suis dit... Et tu sais comment j'ai trouvé mon premier client ? Non. Je sais pas si je t'ai raconté ça. À l'époque, évidemment, pas Internet. Je reparle à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le XXe siècle. J'espère qu'ils sont nombreux. Il n'y avait pas Internet du tout, donc il n'y avait que le fax et le téléphone. Et à l'époque, il y avait des magazines de décoration, donc on pouvait retrouver éventuellement des prospects comme ça en regardant dans les magazines, tiens, il y a un tel client à tel endroit. Donc mon père à l'époque m'avait dit, écoute, allez, je te laisse un téléphone à ta disposition, tu peux appeler à l'étranger de temps en temps, parce que bon, on n'avait même pas les moyens d'avoir l'international ici. J'avais pas de téléphone ici. Oui, j'imagine. Donc, j'avais rien. Donc, je faisais du phoning et je suis tombée sur un monsieur très gentil en France, à l'Île-sur-la-Sorgue, qui s'appelait Michel Bin et qui malheureusement est décédé cette année, et qui me dit « Ah, ça a l'air intéressant ». Je lui décrivais au téléphone ce que je faisais. Donc, pas d'image, pas de PDF, pas de rien du tout. J'avais même pas de catalogue ni rien. Et il me dit, d'accord, envoyez-moi. On pouvait même pas envoyer d'échantillons, il n'y avait pas DHL, il n'y avait pas rien. Et puis, j'ai eu ma première commande comme ça, je me souviens, c'était 10 000 francs français. Ah non, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à exporter. Ok. Et ensuite, on a fait des salons grâce à la Maison de l'Artisan. On pourra tout à l'heure parler, si tu veux, de la fédération, de l'artisanat. La Maison de l'Artisan du Maroc, c'est un organe de promotion de l'artisanat qui organise des salons à l'étranger et qui, à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, permettait d'avoir un stand gratuit. En tout cas, la première fois que tu participais, tu ne payais pas le stand. Donc, ça donnait l'opportunité à des gens comme nous qui démarraient. Donc, on a pu... exposer en Allemagne, exposer en France et trouver des clients comme ça. C'est comme ça qu'on a démarré. Ok. Et comment est venue l'innovation dans le préassemblé, prêt-à-poser ? C'est tout fait qu'il y a eu cette idée. Il s'est dit, il faut que je trouve un moyen que le zlige
soit possible à installer ailleurs qu'au Maroc ou que dans des pays comme le Proche-Orient où on peut envoyer des malines. Donc une fois que vous avez compris que votre niche était l'export, est arrivé, maintenant il faut trouver le moyen de le transporter, de le poser, etc. de la manière la plus Et en 97, à l'automne 97, les essais étaient validés. Et Tawfiq a mis au point ce procédé de zillige préassemblé, prêt à poser, très fin, très mince, très facile à transporter, facile à couper aussi pour les calpinages, quand tu installes ça sur les murs, facile pour faire tes joints et tout ça. Et on a exposé en mai 98, alors date historique d'Aït-Manos, parce qu'on a exposé en Floride, au Salon international de Coverings, qui est pour les revêtements sol et murs. Et on a gagné un prix. On a été les stars de ce salon, un truc inouï. On n'avait le temps ni de manger, ni de respirer pendant 4 jours. Et on a été tout de suite repérés par trois grands distributeurs de carrelage haut de gamme et qui ont sélectionné Aït-Manos tout de suite pour leur gamme. Et le marché américain, ça a explosé. Naturellement. Mais moi, j'aime bien les coulisses. Quand on est dans un salon comme ça, vous aviez fabriqué vos, je sais pas, c'est ce que vous avez exposé, les échantillons, vous les avez fabriqués au Maroc. Bien sûr. Vous les aviez donc ramenés. Et puis, juste comment se passent ces jours où on doit, en termes d'intensité, où on doit défendre, présenter. Là, c'est pas un podcast de 2 heures. J'ai plein d'anecdotes à raconter, mais c'est horrible parce qu'on n'est jamais prêt. Voilà, c'est ça. À jamais, on n'est jamais prêt. Et c'est pour ça que je dis toujours que les salons et les expositions, c'est extraordinaire parce que c'est un deadline où tu es obligé d'être prêt. Parce que si tu participes à jamais à rien, si on a toujours le temps de faire les choses, on ne les fait pas. On ne progresse pas aussi vite. Et ça me fait penser un peu à la compétition. J'en parlais un peu avec les garçons avec qui je m'entraîne ces derniers temps. Avec le Covid, il n'y a pas de compétition. Comme il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de motivation pour s'entraîner. Et j'ai pu constater que les garçons ont besoin d'une date avec un dossard pour s'entraîner. Si tu n'as pas de dossard, tu ne t'entraînes pas. Alors que les filles, souvent, ce que j'ai constaté, ce n'est pas une généralité que je fais, autour de moi, on est embarqué dans un quotidien d'entraînement, une discipline quotidienne, hebdomadaire. Il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de compète, et alors, on est là, on s'entraîne. Et c'est très étonnant, il y a un truc très intéressant qui se passe actuellement, l'absence du dossard. L'absence du dossard est très souvent sur les forums où on échange, les garçons parlent que de ça. Et le dossard, et quand est-ce que je vais avoir mon dossard, et la prochaine compète, c'est quand ? Alors le dossard, si je comprends bien, c'est bien le numéro qui m'a affecté, et j'ai envie d'être le premier. Pas nécessairement, c'est simplement une date butoir. Pour faire le rapprochement avec une entreprise et pour revenir à notre sujet, le salon professionnel, c'est une date. Tu dois être prêt. Ton produit doit être prêt, tes homologations, tes collections, tes shoots, tes photoshoots, le marketing, tout doit être prêt pour une telle date. Ça demande un rétro-planning qui n'est pas forcément intuitif chez nous dans notre culture et qui nous oblige à être prêt. Et c'est vrai que la première fois, c'était notre premier gros salon aux États-Unis. On était prêt last minute. Moi, j'ai des échantillons avec Tawfiq qu'on a emmenés dans l'avion sous le bras. Des échantillons de zillige qu'on a amenés en cabine. Donc, c'était last minute, vraiment last minute. Mais une fois qu'on était sur... Je me souviens que les références, on les a inventées dans l'avion. Parce que comme les échantillons avaient été prêts à peine quelques jours avant... Et je lui disais, et on a mis des références rapidement. Et une fois qu'on est arrivé, et heureusement, parce que quand on est arrivé sur le salon, on a collé des étiquettes pour les références. Les références, c'était la veille. Ça, c'est l'expérience de la première expo. C'est extraordinaire. Alors que maintenant, les références, oh là là, je bosse sur les noms, je bosse sur le marketing, on brainstorm pour trouver des noms sympas. Oui, mais ça, c'est votre premier quand même. Votre premier salon, il fallait tout faire last minute. Et on n'était que 2, surtout, on n'avait pas d'équipe. Ça simplifie les choses quand on est 2, pour la prise de décision, non ? Oui. Qui prend la décision ? Alors, ça dépend. Pour les décisions qui sont liées à la production, et c'est tout faire. Et pour les décisions, il y a beaucoup de décisions qu'on prend à 2, notamment stratégiques. Quand on a travaillé avec Julien et Andrea, c'était un vrai travail d'équipe. On s'est impliqués tous les 2 parce que c'était un moment où on commençait à avoir des routes qui divergeaient.
sur beaucoup de sujets. Et moi, j'avais perdu l'envie, en fait. Et on a ressenti vraiment le besoin de refaire un travail pour trouver comment redéfinir un point de convergence. Et Andrea et Julien ont été, ce travail de stratégie et de réflexion a été important pour que chacun se réapproprie sa partie, que des décisions que je dois prendre toute seule et dire j'aimerais qu'on prenne telle décision et qu'il me fasse confiance, et aussi sur sa partie que je lui fasse confiance. Quand on doit faire un investissement de 30-40 000 euros sur un outil de production, je lui fais confiance. Quand on doit s'engager sur un gros plan stratégique, là en ce moment on est en train de travailler sur des choses qui nous engagent avec Maroc PME, sur un ERP, sur des choses comme ça, ça l'intéresse, mais pas du tout. Pourtant c'est des gros investissements et il me fait confiance. Mais pas qu'à moi, on est toute une équipe, on en discute, etc. Donc je pense qu'on a en fait chacun un univers. Et ensuite, des questions où on prend les décisions. Quand je dis à 2, c'est exagéré, parce que maintenant, l'équipe s'est étoffée au fil des années. Donc, on est vraiment une équipe, on a une super équipe ici. On est vraiment une dizaine où, là, juste avant que tu arrives, on avait notre réunion hebdomadaire, qu'on n'a pas pu tenir hier matin, parce qu'on est parti faire une visite à l'atelier de production. Et cette réunion du hebdomadaire, elle est importante. Tout le monde doit tout savoir sur tout. D'accord. De manière à ce qu'une fois que les décisions sont prises, elles sont comprises. Elles sont comprises et comprises de tout le monde. Pas juste ça va d'en haut et ça descend vers le bas. Tout à fait. Non, mais quand on évoquait ce moment-là où vous étiez à 2 dans l'avion et vous mettiez les références, je disais un peu sous forme de boutade que c'est simple parce que les décisions sont prises à 2 et vite. Mais bon, avec le temps, bien sûr, ça devient un peu plus compliqué. Oui, plus processé, on va dire. Voilà. Mais donc ce salon là, celui de Floride, comment vous aviez juste petites astuces pour jeunes entrepreneurs sur un salon, comment Covering vous a on y est allé? Alors comment il vous a retenu comme étant le stand le plus il y avait des awards à l'américaine, c'est-à-dire qu'à un moment il y a quelqu'un qui est venu nous dire il faut venir à 18h au cocktail ce soir, vous avez le Award of Merit. Qu'est-ce que c'est le Award of Merit? Là, il est posé là. Écoutez, c'est le award qu'on attribue au plus joli stand, au produit le plus sympa, le plus innovant, et pendant toute la durée du salon. En plus, le award, il est attribué le premier jour, à la fin de la première journée. Du coup, dans les jours qui suivent, tout le monde vient voir celui qui a eu le award. Comment vous avez eu ce award? C'est ça là. Est-ce que vous décerné. Oui, vous y attendiez? Pas du tout. On s'y attendait pas du tout. On a été appelés, on est monté sur l'estrade. C'était Tiffany, le bijoutier Tiffany, qui offrait un très beau cristal. Et puis voilà, il y avait tout un discours, tout le monde vous applaudit. Et puis évidemment, pendant toute la semaine, tout le monde veut venir voir qui a gagné le Award of Merit. Et quand vous arrivez, on vous dit mais vous n'avez pas accroché votre award, le ruban, le fameux ruban rouge et blanc. Qu'on vous donne, non, écoutez, nous on l'a rangé un peu chez nous, canechmo un peu. Et en fait, non, vous devez le mettre devant, tout le monde doit savoir que c'est vous qui avez gagné le award. À l'américaine. À l'américaine. Très bien. Ça, j'ai découvert vraiment ce que c'était que le business à l'américaine. Bon, pas le premier jour, mais c'est vraiment très différent de travailler avec des Américains. Maintenant, ça fait depuis 98 qu'on a des clients aux États-Unis. Et c'est quand même une aventure d'une fluidité extraordinaire. Ça se passe plutôt bien. Oui, c'est-à-dire que du moment que vous avez un produit qui tient la route, qui est régulier, que vous respectez les engagements et tout ça, ça se passe très bien. Ils payent le prix et surtout, ils vous mettent en valeur. Voilà, on met en valeur les fabricants et ils ne veulent pas vous faire quelque chose qui va vous faire souffrir ou qui va porter atteinte à votre pérennité. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les choses soient pérennes. Parce que si la collection marche bien, il faut que ce soit pérenne, faut que voilà. Jamais ils prendront une décision qui ira à l'encontre, en tout cas en ce qui nous concerne dans les métiers d'art, parce que c'est quand même un métier qui est artisanal, qui est fait à la main, où l'être humain est au centre de notre travail. Et on travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'est pas du short-term thinking. C'est plutôt du... Notre expérience d'Aït Manos aux États-Unis, ça n'a jamais été short-term. Okay. C'est jamais
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est ce que j'ai beaucoup reproché à tout le système, que ce soit ministériel ou même de la part des opérateurs marocains. Souvent, on recherche le coup de fusil, le deal, et pas la relation long terme. Et évidemment, ça expose à beaucoup de précarité, parce que quand on fait juste des deals qui s'enchaînent une fois avec les gens, le jour où il y a une crise, c'est beaucoup plus compliqué d'installer la pérennité avec quelqu'un qui disparaît le lendemain. Et la confiance. Voilà. Alors qu'avec quelqu'un avec qui on a une relation long terme, on peut discuter, on peut espacer, on peut s'arranger. C'est une réflexion intéressante il y a aussi le short money, long money aussi. Il faut viser le long money. Exactement. Mais d'ailleurs, à la suite de ce salon en 98, quand on est allé à une réunion à New York, on avait pris l'avion parce qu'ils voulaient nous voir. Il y avait un gros client qui voulait négocier un contrat tout de suite. Et il nous avait dit, écoutez, on voudrait faire avec vous de la sous-traitance contre marque. Vous fabriquez un Zélige, mais c'est uniquement notre marque. Et vous effacez, donc c'est pas Hitmanos, c'est juste Maroc, Zélige Maroc, etc. Et les commandes étaient donc dans le contrat qu'ils proposaient. Le prix était intéressant. Les commandes étaient déjà assurées sur je crois 3 ans. Ok. Et à l'époque, on avait vraiment besoin de cet argent et de ce carnet de commandes. Et pourtant, on a refusé. Je me souviens très très bien de ce coup de fil que j'avais passé à mon père pour lui raconter le soir, et je devais donner une réponse le lendemain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses au fond de toi? Je lui ai dit, ça fait quand même 4 ans qu'on se bagarre pour faire notre marque. Le temps joue pour nous quand on constitue, quand on crée une marque. Chaque jour qui est passé, c'est un jour de gagner pour la marque. Et chaque combat qu'on mène, c'est faire grandir, c'est une gestation. Donc je lui ai dit, je ne sens pas. Il m'a dit, écoute, ta marque, ça restera ta marque. Que ce soit avec ce client ou avec un autre, tous les efforts que tu fournis, un jour ce sera un autre client, mais on laisse notre trace. Et pour des Marocains à l'époque, je remets le contexte quand même, parce que dans les années 90, des marques marocaines à l'export, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas Marois, il n'y avait pas encore toutes ces marques qui aujourd'hui sont des très belles success stories. Et donc, il fallait y croire. Il fallait croire qu'on était capable. Et dans l'artisanat, évidemment, il n'en avait pas. Donc, ça voulait dire qu'il fallait croire à quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. On parle tout à l'heure du risque. Personne ne l'a fait jusque-là, mais justement, peut-être qu'on peut se risquer à le faire. Donc, vous avez dit non à cette offre, ou vous l'avez accepté en mettant la marque? On a dit, on met la marque. Ils ont dit oui, mais du coup, tous les efforts marketing qu'on va faire, ça va être pour vous. Et si pour une raison ou pour une autre, on arrête de travailler ensemble, on aura dépensé de l'argent, donc forcément, on va faire moins de marketing. J'ai dit, faites moins de marketing. Et effectivement, on a travaillé avec eux pendant 8 ans. Ensuite, ils ont connu des difficultés. Ensuite, on a switché vers un autre client de la même envergure. Et donc, du coup, qui, eux, sont venus vers nous parce qu'on était la marque à Hitmanos. Voilà. C'est QFD. C'est QFD. C'est très intéressant, cette notion de temps, de l'investissement dans le temps, de la confiance dans le temps. Donc, on en a parlé pour la marque. C'est comme ça que la marque se construit. Donc, ça me ramène à la question d'après, c'est que Hitmanos a pris son temps pour se développer, n'est-ce pas? Oui. Comme c'est produit, ça prend du temps, parce que j'ai écouté tout ton discours sur le temps que prend le travail du Zélige, etc. Ça m'a beaucoup inspiré pour cette question, et pour dire finalement, donc Hitmanos a pris son temps pour grandir. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments d'accélération dans ce parcours d'entreprise, où il y a eu des opportunités majeures qui ont fait, tu vois, un jump? Oui. Alors, effectivement, le temps. Le temps, c'est vraiment le vrai luxe de notre époque. C'est à une époque où, quand on a démarré les années 90, c'était speed, c'était la finance, tout allait très vite, que ce soit les films qu'on voyait à la télé. C'était l'époque de Wall Street, c'était à 100 à l'heure, etc. Et nous, on était complètement décalés. On était en décalage total parce qu'il faut accepter que les choses prennent du temps. Quand on fait sécher une terre,
Il faut qu'elle sèche toute seule. C'est-à-dire que... Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il y a des séchoirs aujourd'hui automatiques. » Oui, mais d'accord, mais avec la terre, les caractéristiques de la terre de Fès, on ne peut pas, parce elle a les caractéristiques techniques qui font qu'elle doit sécher toute seule. Alors, ça fait partie du processus. Et en plus, on souhaite que le temps... même si évidemment on doit optimiser les productions parce qu'on doit travailler, etc. Mais le temps, ça reste quand même une variable qui est très intéressante dans tout, non seulement dans Aït Manos, dans la production, mais philosophiquement même, j'allais dire. Philosophiquement, tout allait très vite et il fallait, placer de la lenteur et d'accepter surtout, de l'accepter. Est-ce que tu l'as accepté facilement? Toi, vu ta personnalité, hein, le risque, j'accélère dans les virages, etc. Je ne sais pas si souvent, moi, je lisais beaucoup de romans policiers. J'aime quand ça va vite. Je lisais des romans policiers, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à lire des choses où la lenteur était comment dire, un plaisir. C'était une dégustation. C'était délicieux de lire. Prendre son temps. De prendre son temps dans cette lecture-là. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas le choix aussi. On n'a pas le choix, ça fait partie de l'histoire. Et puis surtout, de dire au client, tu vas attendre. Et aujourd'hui, dans le luxe, j'ai constaté que aussi, par exemple, dans la haute couture ou dans... que ce soit pour commander un sac, etc. J'ai lu dans les stratégies des grandes marques que je pense que c'est parfois même intentionnel de faire attendre la cliente. De faire attendre les clients. Nous, on ne le fait pas exprès. Hein. Nous, c'est juste que c'est comme ça. Mais il est connu que quand quelque chose est fait à la main, il faut attendre aussi. Ça fait partie de l'histoire d'acquisition de ce qu'on veut. C'est d'attendre que les mains fassent le travail dessus. Tout à fait. Non, c'est un argument marketing intéressant comme les iPhones, etc., qui ont fait des cycles de produits plutôt courts. Ouais. Là, mais ça, c'est de l'obsolescence programmée. Là, voilà, je mets en regard les deux concepts. Là, on est sûr, il faut laisser le produit le temps nécessaire pour qu'il... Et en plus, je rajoute qu'un produit, tous les métiers d'art, une fois qu'on les a acquis, qu'on les a installés, ils prennent de la valeur avec le temps. C'est-à-dire, vous allez les acquérir, et plus vous les aurez, et plus ils auront de la valeur. C'est-à-dire, dans 5 siècles, c'est pas quelque chose qu'on va détruire dans 20 ans. Il faut le laisser patiner, ça a de la valeur, c'est cher à l'acquisition. Et puis aujourd'hui, quand nous, on visite le Palais Bahia ou toutes la Qarawiyyin, et on se dit pas c'est abîmé, on se dit c'est patiné. C'est pas tout à fait pareil, c'est une posture. Après, à la fin du podcast, on va te demander des conseils pour comment on peut patiner soi-même pour prendre de la valeur et garder de la valeur avec le temps qui passe. Mais alors, les moments d'accélération, des moments d'opportunité, est-ce qu'il n'y en a pas eu? Oui, bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure des salons, ça c'est indubitablement des moments d'accélération. Et sinon... je pense que c'est un peu la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'il arrive quelquefois que l'opportunité, par exemple, de travailler avec un gros client et de se dire ce que ça va impacter au niveau de toute la vie de l'entreprise, un gros client ou un très gros chantier, très prestigieux, où il va y avoir des contraintes qu'on sait très différentes et qui vont nous embarquer dans une nouvelle direction ou une direction en tout cas pour lesquelles on n'est pas forcément prêt. Là oui, on a fait notamment quand on a le client dont je te parlais tout à l'heure qui nous a passé, j'oublierai jamais, le bon de commande que j'ai reçu, c'était énorme. Il a fallu s'organiser, tac, tout de suite tu passes à un rythme un petit. Quand tu dois recruter un tiers de ton équipe supplémentaire rapidement, là c'est surtout c'est des humains, des êtres humains. On n'est pas des industriels où il suffit de racheter 2 machines pour produire plus. Okay. Là, donc, quand on doit tout de suite avoir plus de monde, gérer plus de choses, ça fait... Oui, c'est un coup d'accélérateur important. Donc, c'est un vrai challenge. D'accord. Donc, avec quelquefois des gros problèmes à la clé. Ça, il nous est arrivé d'avoir à peu près, je crois que c'était il y a 10 ans à peu près, on a eu un très très gros problème comme ça, humain,
On a une grosse partie de l'équipe qui nous a quittés d'un coup. Ça a été extraordinaire. Ça a été un des moments où je me suis sentie, alors tu disais tout à l'heure la combativité, etc. C'est peut-être la seule fois de ma vie où je me suis sentie vraiment une combattante. Vraiment une combattante. Parce qu'il a fallu se mettre en branle-bas de combat, mais c'est au vrai sens du terme, le branle-bas de combat militaire, pour que tous les matins venir sur le champ de bataille et régler des gros trucs. Des très très gros dossiers avec une multitude de problèmes. Et puis c'est passé. C'est passé, on en est sorti, puis hop, on a redémarré, etc. Mais là, tu étais dans un état d'esprit de guerrière. Ah, oui. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti ça. Je me souviens encore de la sensation que j'avais quand je rentrais dans l'atelier, parce que de traverser l'atelier, le ressenti, la manière dont je sentais qu'il fallait que je sois perçue par les autres, il fallait que je communique ça. Il fallait que je communique, c'était très dur. Ça a été un des moments, je pense, les plus durs de l'entreprise, qu'on s'est senti fragile. C'est vraiment, vraiment difficile. Il y a eu des problèmes de confiance, des trahisons, des problèmes de quand on trahit ta confiance, etc., avec des vols, des détournements, vraiment des chocs humains en plus. Okay. Donc, avec des remises en question sur plein de choses, sur comment, voilà, la confiance qu'on fait aussi. C'est de la maturité aussi. On apprend. Je ne suis pas du tout aigrie, j'ai aucune rancœur, j'ai aucune aigreur. Je pense que tout ce qui s'est passé, ça devait se passer. C'est bien que ce soit passé aussi, et on a commis des erreurs et j'espère Quelle leçon tu en tires en fait? C'est moins de délégation? Non, pas du tout, au contraire. D'accord. Je pense c'est plutôt mieux déléguer. Et puis l'intuition, la place de l'intuition. Je ne sais pas si tu as une question sur ce sujet. Moi, je fais des formations une fois par mois sur le manager. Donc, on a des thèmes et je pense qu'on a tendance peut-être à penser qu'une gestion d'entreprise, un entrepreneur, c'est rationnel, du matin au soir. On arrive, toutes les décisions qu'on prend, elles s'appuient sur des choses rationnelles, sur des données, des faits, etc. Or, l'intuition doit garder sa place. On ne prend pas que des décisions impulsives et intuitives, mais l'intuition, elle a autant de place que la donnée matérielle. Et ce qui m'avait sorti de ce problème, c'est uniquement mon intuition. En rêvant comme ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça me paraît pas tout à fait normal. Juste comme ça, par intuition. C'est juste des impressions et des intuitions. Donc là, oui, j'ai replacé, en tout cas pour ma part, replacé l'intuition. Vraiment, je lui ai redonné une belle place dans ma vie. C'est comme ça que tu as détecté le problème, c'est ça? Oui. C'est avec l'intuition. Ouais. D'accord. Alors que c'était pas du tout... à l'époque, c'était pas mon habitude. Il faut apprendre à écouter son intuition. Et même réserver des jours à l'intuition, comme ça, on lui laisse un peu de place pour qu'elle s'exprime. Par rapport au brouhaha ambiant. J'avais une question sur votre investissement financier au départ. Oui. J'ai juste parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont nous écouter et qui vont dire est-ce qu'on se lance, on ne se lance pas, je suis à la 10e version du BP, etc. La question, c'est si tu te remets en tête un peu, tu as parlé des fours au départ, les fours qui étaient là. Bon, après, là, l'entreprise a voulu faire de l'export, a peut-être finalement utilisé ces fours-là ou en acquis d'autres. Finalement, est-ce qu'il y a un moment où vous avez mis plutôt du gut feeling dans la table pour dire à un moment, il faut le marché est bien là. Je vais vraiment te faire rire. Je ne sais pas si je vais effrayer nos auditeurs ou plutôt on a abordé exactement cette question il y a une semaine avec nos grands garçons qui ont 26 et 23 ans et qui sont en plein dans ces questionnements-là, parce qu'ils sont tous les deux dans des études commerciales, business, ils sont entrepreneurs, enfin ils veulent être entrepreneurs, et ils parlaient de business plan, etc., et de la charte des risques, opportunités, etc., etc. Puis on s'est regardé avec mon mari, on a éclaté de rire. On leur a dit, mais on ne savait même pas que ça existait. On n'a jamais fait ni un business plan, vaguement, quand je vous dis un business plan, je pense que ça tenait sur 2 pages, je n'exagère pas. Ok. Donc ça tenait sur 2 pages.
mais on avait surtout super envie de le faire. Ok. C'est-à-dire que le rêve de Toufer, c'était d'être potier. Il voulait être potier. La céramique, c'était sa passion. Il voulait faire de la céramique. Et donc, on se disait, on va bien trouver un truc à faire sympa dans la céramique. Mais l'aspect financier, excuse-moi, je vais le ramener à ça. Avec 1 million de dirhams à la banque, on a monté ça. Mm-hmm. Donc, les fours à l'époque, ils coûtaient, j'en avais pour environ 500 000 dirhams de four. Mm-hmm. Après, il restait 500 000 dirhams pour louer l'atelier. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'investissement de départ. 1 million. D'accord. Et vous aviez une idée de, de là où vous vouliez être. Ok. Je t'assure que c'est vrai. Non, c'est-à-dire qu'au début, c'était le tout première version du projet, c'était la version de Toufer. Quand les fours sont, moi, quand je suis rentrée, je suis montée sur le bateau, les fours étaient déjà à la douane. Mm-hmm. Donc j'avais pas trop le choix. Ah ben non, je veux plus les fours. Je voudrais un tour à la place, s'il vous plaît, monsieur. Donc on avait évidemment une idée de ce qu'on pouvait cuire dans ces fours, de la capacité, de la contenance. Évidemment qu'il y a un moment où tu fais des excels. Mais très souvent, le bon sens, c'est le début du truc. Après, on sophistique. Des business plans, j'en ai fait 30 ou 40 depuis. Évidemment qu'on en a fait après, par la suite. Mais puisque ta question était posée spécifiquement sur le démarrage, on avait des idées sur ce qu'on voulait faire. C'était très souvent des idées qui étaient liées au graphisme, à la déco, au style, aux couleurs, aux motifs, beaucoup plus qu'au prix ou qu'à l'étude de marché. On se disait, bon, du moment qu'on exporte, tu vas prendre 15 personnes en France, 15 en Allemagne, 15 en Italie, 15 en trucs qui vont t'acheter un peu tes trucs, on va bien trouver des gens qui vont vouloir nous acheter un peu nos trucs. Et en fait, l'export a été extraordinaire parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. On avait des clients partout, mais des tout petits. Donc, on avait des tout petits clients partout. Et finalement, disperser ces risques. C'est une stratégie qui a bien fonctionné. Oui, c'était une stratégie. Moi, j'ai toujours été. C'est un point de très grosse divergence que j'ai eu avec le ministère à l'époque, quand j'ai créé la fédération. C'était qu'ils voulaient créer un artisanat de masse. Et je leur disais, ça ne peut pas marcher l'artisanat de masse. L'artisanat marocain ne peut pas être dans un supermarché. Parce que vous allez le déclasser. Si vous le déclassez, plus personne ne va en vivre parce qu'il faut bien payer les gens quand ils fabriquent. Donc, d'une part, on déclasse. D'autre part, on est un petit pays avec peu de capacité de production. Donc, il faut trouver les bons clients qui vont payer juste les séries que tu fais au bon prix. Donc, moi, je préférais travailler avec des enseignes qui avaient, par exemple, à l'époque, parce que je parle à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait le Cèdre Rouge, dont certaines personnes peuvent peut-être se souvenir. Il y avait 4 magasins en France, 4 points de vente. Mais pour quelqu'un qui faisait de la poterie, c'est idéal, 4 points de vente. Pourquoi tu veux travailler chez Galeries Lafayette et qui ont des contrats léonins, tout le monde a vu les films, mais ça se passe comme ça dans la réalité. Les contrats avec les grandes surfaces ne sont pas faits pour les artisans. C'est pas fait pour nous parce que c'est léonin. On se retrouve à devoir faire des quantités qui dépassent l'entendement. Du coup, vous travaillez que pour eux. Vous laissez vos petits clients. Et puis le jour où ça plante, c'est terminé. Donc en fait, quand je t'écoute, je te remercie vraiment d'avoir prononcé le mot parce que j'avais une question. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu la tentation de faire du mass market? Jamais. Donc tu as répondu, je te remercie. Jamais. Et en fait, quand je t'écoute, je pense que le plus important, c'est de bien se connaître. Qu'est-ce que je veux faire avec mon produit? Qu'est-ce que je veux offrir comme expérience à mes clients? Et ça, à partir de là, vraiment, c'est bien se connaître. Du coup, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait envie le plus dans ce que je propose et suivre ce chemin-là. Oui. Plutôt que de suivre le chemin de la facilité ou ou du volume ou de la promesse un peu du gain rapide. Exactement, le gain rapide. Et encore, quand on dit gain rapide, c'est de la poudre aux yeux. Parce que c'est pas du gain rapide. La plupart des gens qui ont signé, tous les gens que je connais, qui ont travaillé avec les mass markets, ont vraiment eu de gros problèmes, ceux que je connais. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est quoi t'as beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, donc ça c'est un peu le revers de la médaille. Mais dans la liste du positif,
c'est que tu peux choisir les clients que tu veux. Tu n'es pas un commercial pour L'Oréal. Le commercial de L'Oréal, on le dit, mec, tu me ramènes 500 clients à la fin du mois, même si c'est des gros cons racistes et tout, tu me les ramènes quand même. Mais non, moi, je peux choisir les clients que je veux. Donc, si quelqu'un... Et il nous est arrivé une ou deux petites anecdotes où j'ai vraiment refusé de travailler avec quelqu'un qui n'avait pas la mentalité qu'il fallait. Ou alors qui se trompe de produit. Ça, c'est arrivé déjà. Par exemple, quelqu'un qui sait que le zélige, c'est à la mode, une tendance, donc l'idée d'acheter du zélige lui plaît. Et une fois qu'il est dedans, il a pas le mindset pour acheter du zélige. Il supporte pas les défauts. Donc, tout de suite, c'est écoute. Il vaut mieux pas que tu te lances avec nous. On reste bons amis, mais va acheter du carreau tunisien qui est fait à la machine. Ils sont très jolis. Et ils sont andalous, ça va être très bien pour ton marché. Ils sont moins chers en plus. Donc, il y a un moment où quand on sent que le client, ça va pas être ça, dans les métiers où il y a des défauts, parce que le zélige, il y a des défauts. Mais c'est ce qu'on appelle the perfect imperfection. C'est des défauts qui sont inhérents au travail à la main. Si tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui a la bonne lecture de ce que tu fais, il ne faut surtout pas y aller. Il faut qu'on puisse avoir la bonne foi pour que ton client devienne une personne avec qui tu communiques. Et le jour, effectivement, il y a un problème, ça nous arrive parfois d'envoyer la mauvaise couleur ou quoi, on assume. On assume, on remplace, on paye, etc. Donc, c'est pour ça que les relations long terme, elles sont intéressantes pour ça, parce que chacun prend ses responsabilités pour construire ensuite une relation qui va être ensuite avec le consommateur final, qui généralement, dans notre métier, c'est un client de niche, haut de gamme, qui a besoin d'avoir une attention et un accompagnement qui est particulier. Et là, nous, on n'est pas du tout fait pour le mass market. Okay. À aucun moment du cycle, on est fait pour ça. Très bien. Écoute, ces valeurs fortes ont permis de construire la marque et la communication autour. J'aimerais aussi qu'on parle innovation et l'importance de l'innovation pour la marque et l'importance d'aller explorer d'autres territoires. Oui. Donc moi, ce que j'ai relevé, c'est donc le travail que vous avez fait dans la joaillerie fine, n'est-ce pas ? Oui. Et un travail avec des designers marocains ou internationaux. Donc il y a le fameux panneau qui est exposé à l'Institut du monde arabe, ouais. Le Pixel, voilà. Au-delà de l'audace qu'il faut, au-delà de l'apport que ça vous donne en termes d'image, en termes de créativité, en termes de retour d'expérience sur plein de choses. Qu'est-ce que ce travail sur l'innovation vous apprend sur vous-même, en fait, en tant que dans vos rôles respectifs, par exemple dans la création, dans la fabrication, dans le partenariat. Qu'est-ce que ça vous permet comment ça permet à une entreprise d'évoluer ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand on innove. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on en a encore parlé tout à l'heure en réunion, parce que je pense que l'innovation, c'est dans la carte génétique d'Aït Manos, depuis le départ. Ce qui n'est pas, et c'est pas du tout une critique que je fais, c'est pas typique de l'artisanat marocain de l'époque. Il faut pas faire d'anachronisme, je repasse dans les années 90, on est dans un artisanat très classique, qui est comme il est depuis des siècles, qui parfois a tendance un peu, disons, il ne se renouvelle pas. C'est-à-dire on fait tqlidi, on fait traditionnel, comme ça c'est toujours fait. Et voilà. Donc il y a à l'époque très 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 peu de risques d'explorer des nouvelles pistes. Quand Tawfiq a conçu le préassemblé prêt-à-poser, en soi c'était déjà une innovation. L'innovation c'était la raison d'être d'Aït Manos, puisque ce qu'on voulait c'était exporter. Donc il fallait qu'on trouve un truc différent. Et je sais qu'un jour, il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Mohamed Saïri, qui est à l'époque était directeur de la Maison de l'Artisan quand on a commencé. Et donc, il nous a repérés parce qu'il trouvait qu'on faisait vraiment des choses de manière tout à fait innovante. Et il m'a dit un truc il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, est-ce que vous réalisez qu'en 15-20 ans, vous avez fait évoluer les choses plus que tous ces siècles dans votre métier ? Et ça, c'est un super compliment, parce qu'il dit, moi, je le constate, j'ai un regard extérieur et je connais bien les métiers d'art du monde entier, parce qu'en plus, c'est un puits de culture. Et l'innovation, c'est dans notre carte génétique. Mais moi, je vais même dire autre chose, c'est que tu disais tout à l'heure, explorer de
de nouveau. Alors, il y a l'innovation en termes de produits, c'est-à-dire de préassembler, prêt à poser les panneaux, mais il y a aussi un gros travail qui est fait sur la couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en céramique, la couleur, c'est très complexe. C'est très technique, c'est très complexe, c'est beaucoup plus compliqué qu'en peinture, par exemple. En peinture, souvent, les gens pensent qu'une couleur en émail, on mélange, et puis c'est un peu comme une gouache et tout. Mais alors, c'est pas du tout ça. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a la recette de base, et ensuite, il y a les cycles de cuisson. On monte à des températures qui s'approchent de 1000 degrés, parce qu'on est à 970, 980 degrés. Avec des cycles de cuisson, ça monte, ça redescend, ça remonte sur plusieurs heures. Et en fonction du cycle de cuisson, on arrive à des tonalités différentes. Donc, le laboratoire de couleur fait un travail colossal en innovation. On a quand même mis au point l'émail hors 18 carats cette année, ainsi que le platine, qui ont demandé beaucoup de travail, puisque c'est de la 3e cuisson. Là, on arrive sur des petits domaines qui sont pointus. Alors, l'innovation est au cœur d'Aït-Manos, mais je vais même aller plus loin. C'est un peu aussi ce qui nourrit l'envie de continuer à faire des trucs sympas. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a ouvert le e-shop l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an, ça fait 13 mois que le e-shop a été lancé, et on s'était dit, ce serait vraiment sympa de décliner et de se lancer dans du petit mobilier, des tables, des cadres, des miroirs, des bijoux. Tu as évoqué tout à l'heure la joaillerie. Mais comment c'est né la joaillerie ? En fait, c'est un accident. C'est-à-dire que je voulais faire des cadeaux à mes commerciales aux États-Unis parce qu'elles sont une quarantaine, que des femmes, pratiquement que des femmes. Et quand je devais aller faire un tour du Texas, je devais aller voir trois showrooms, elles étaient au moins, je ne sais pas, une vingtaine, 25. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux amener comme cadeau ? Et je me suis dit, ce serait quand même sympa de faire un pendentif avec des pièces de zélige. Et donc, c'est parti comme ça. On a travaillé là-dessus avec Noémie Création. Et quand on a vu ce que ça donnait, on s'est dit, mais attends, ça peut faire un super produit pour le e-shop. Et pas qu'on a lancé ça. Ensuite, on a lancé les tables. Ensuite, on a lancé différentes choses. Mais franchement, aujourd'hui, c'est pas du tout le e-shop, ni les tables, ni les collections qui nous font vivre. Mais ça reste un apport pour la créativité, pour l'innovation et pour l'image d'Aït-Manos qui est très importante. C'est-à-dire que quelquefois, on se dit, ça va pas rapporter du chiffre d'affaires, parce on est entrepreneur, ce qui compte aussi, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mais il y a des projets qu'on fait, vraiment parce qu'on a envie de les faire, et que ça continue, ça alimente l'identité de la marque, ça alimente l'idée que les gens se font de nous, et franchement, je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire, quand on a lancé la collection de tables, j'ai aucune idée de ce que ça va vraiment donner. On commence à très bien les vendre sur le site, sur le e-shop. Ça a commencé pendant le confinement. Bon, les gens s'ennuient, ils achètent des tables en zélige. Mais ce qui est surtout, c'est le processus de lancement de ces tables, c'est-à-dire le travail qui a été fait en direction artistique, les photoshoots, tous ces trucs-là, c'est un travail vraiment un truc qui fait plaisir à faire. Donc c'est l'envie. Donc ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'innovation, c'est directement lié à l'envie et ça se nourrit. C'est comme un aller-retour. J'ai envie d'innover, donc je fais ci et ça, et puis on reste quand même À un certain moment, c'était un petit peu une raison de vivre. C'est-à-dire qu'on se disait, on est obligé de continuer à garder notre avance en continuant à montrer la voie, en innovant, etc. Parce que dans le monde du zélige, on est devenu quand même on fait des choses de manière un peu particulière, on fait des choses différentes. En même temps, on revisite le patrimoine, parce qu'on fait des choses très traditionnelles. On les refait telles qu'elles ont toujours été faites. Nous, on a un respect immense pour le patrimoine. Là, on va créer une collection bientôt qui sortira début janvier, qui revisite aussi le patrimoine, la manière dont les Ma'allem ont travaillé avec d'autres décorateurs, etc. Et aussi pour des choses qui peuvent être faites différemment, revisiter par exemple les dimensions et les proportions. On peut prendre un motif ancestral que tu vas retrouver dans les grands palais de Fès ou quoi, tu décloisonnes, tu exploses le motif sur... Satoufir, c'est un truc qu'il a beaucoup travaillé, et juste en changeant la dimension, évidemment c'est un travail énorme, parce qu'en graphisme, c'est plus du tout fabriqué pareil au niveau de la découpe, etc.
mais c'est de revoir le patrimoine en revisitant un peu les proportions. C'est très intéressant. Ok. Bon, en tout cas, ce travail sur l'innovation, au-delà la satisfaction du résultat, parce que vous faites des choses très belles, et peut-être que je vais revenir à la fin sur est-ce qu'on peut avoir des offres pour les gens qui écoutent le podcast, ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Mais non, vous faites des choses très belles, ça permet de se renouveler, à chaque fois de retrouver l'énergie, de retrouver l'envie. Donc c'est un sujet qui est très intéressant au demeurant, et qui alimente aussi beaucoup la marque, comme tu l'as dit. Et si on parlait un peu de digital. Oui. Donc, vous avez été les précurseurs sur le digital. Moi, j'ai vu la patte américaine. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais commencer en 96, c'est ça? Oui. Lancer un site internet, c'est vraiment qu'il faut être aux avant-gardes. Et pour moi, là où on est aux avant-gardes à cette époque-là dans le monde, c'est vraiment aux États-Unis. Pour moi, cette influence des États-Unis, votre premier marché, vous a vraiment apporté cette vision-là un peu long terme pour dire il faut développer Peut-être que j'ai tort, hein, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que j'ai compris cette présence un peu précoce. Alors c'est un peu, je vais nuancer. C'est vrai parce que on s'est retrouvés. Mais les États-Unis, moi j'ai découvert qu'en 98. Moi, j'étais jamais allée aux États-Unis avant. Mon mari y avait habité longtemps, mais je n'avais aucune influence américaine quand on a fait notre premier site en 96. Je pense que c'était surtout parce que je savais qu'en exportant, il fallait que je puisse être visible du plus grand nombre, alors que j'avais aucun moyen de, à l'époque, imprimer des catalogues. On en a parlé un petit peu en début d'émission. Imprimer et envoyer par la poste, moi, j'avais pas les moyens. Donc, je me disais, le mieux, c'est d'avoir une vitrine en ligne. C'était super, c'était une opportunité extraordinaire. Moi, je voyais ça comme ça. Je voyais l'efficacité, parce que c'est vrai que j'ai un petit côté efficace. Je me disais, je mets une page ou deux en ligne. Je passe juste un coup de fil à quelqu'un qui est à Sydney et je lui dis, écoute, tu tapes www.http:// donc, je voyais plus le côté pratique de ce digital. Et ensuite, à partir de 98, je vais même te dire plus, parce que quand on a lancé notre compte Instagram il y a presque 4 ans, mes clients aux États-Unis, ils étaient en retard. Okay. Ils étaient en retard. En tout cas, mes clients. Au contraire, il y a dans la mode et puis dans le rap et les stars, etc., sont très en avance. Mais dans mon domaine, dans le domaine de la déco, c'était pas les précurseurs. Non. Ouais. Moi, quand je faisais mes voyages aux États-Unis, je leur disais, mais bon, bougez-vous sur vos comptes Instagram, qu'on puisse partager. En fait, tu as raté ta carrière d'influenceuse réseaux sociaux. Peut-être que tu es en train de la construire. C'est ma fille qui me dit ça. Je suis une influenceuse. Mais c'est vrai, avoir cette capacité à défricher les tendances comme ça, voilà. Ça... c'est par efficacité, parce que les tendances, j'ai aucune prétention à... Non, je pense pas que je sois bonne pour ça, mais entrevoir l'efficacité d'un outil... Ah oui, j'ai un côté efficace. Mais là, tu l'avais vu pour Instagram. Ah oui. Les photos peut-être, ouais. C'est ça. Instagram, on a démarré très tôt. Oui, j'ai beaucoup aimé cet outil-là dès le début. Autant, je comprends rien à Facebook toujours aujourd'hui. Je suis totalement nulle et pas intéressée par l'outil. Autant Instagram, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un côté esthétique qui allait m'intéresser. Il y avait un côté esthétique qui allait m'intéresser et qu'on allait pouvoir exploiter avec de beaux visuels. Alors raconte-nous, alors tu ouvres ta page. Pourquoi je te demande ça? Parce que encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réfléchissent à comment se positionner sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'utilise tel ou tel média? Donc là, par exemple, Instagram, c'est mettre en valeur les photos, etc. C'est le meilleur média. Et aussi, aujourd'hui, c'est le média le plus tendance quand on veut suivre peut-être dans les secteurs du luxe et de l'habillement, etc. Et donc, comment tu as démarré en fait? Tu as lancé une page et tu as commencé à poster. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rythme? Est-ce que tu postes tous les jours? C'est pas moi qui le fais aujourd'hui. Oui, j'imagine. Ça fait très classe de dire ça, mais je serais bien incapable de le faire. Oui, il y a une équipe de 20 personnes qui travaillent tous les jours dessus. Non, on est une petite équipe très solide parce que les réseaux sociaux, c'est essentiel pour 8 Manos. D'accord. On a une communauté. Moi, j'appelle ça en fait servir ma communauté. On a une communauté de fans, de clients, de followers
qui sont très attachés à la marque, avec qui communiquent beaucoup d'ailleurs, qui envoient énormément de messages. Et il y a une espèce d'attente. Oui, on communique. Instagram, c'est tous les jours. Et en fait, la question que tu posais tout à l'heure, c'est lequel on choisit. Je pense qu'il ne faut surtout pas choisir. Il faut en fait avoir une stratégie en disant Instagram, c'est la vie de tous les jours de l'entreprise. C'est ça que les gens veulent voir sur Instagram. Okay. Donc, il y a un côté esthétique, un côté je fais mes stories aujourd'hui, je travaille tel motif. Tiens, hier, j'ai posté, ça va être emballé, ça va partir au Portugal. Je tag mon client au Portugal, les gens vont voir son compte, etc. Et donc, c'est les coulisses. C'est très impulsif, c'est les coulisses de l'entreprise. Et ça, j'adore. Parce que moi, il se passe beaucoup de choses dans mon atelier. Et j'adore faire partager et je vois bien que les gens aiment bien ça. Donc, Instagram, c'est un réseau social plus sur la vie quotidienne de l'entreprise avec un post quotidien qui est travaillé. C'est-à-dire, on fait des shoots, on a une directrice artistique, on a une photographe qui sont sur lesquels on travaille. Il y a des programmes très structurés. Okay. Voilà, donc il y a des photos, ensuite il y a un stock de photos. Vous avez même un planning, vous savez ce que vous allez en fait, shooter, la DA c'est très bien. Oui, on planifie ce qu'on va poster, shooter. etc. Okay. Oui. Et elle planifie, mais elle a carte blanche. Magnifique, ça me fascine. Donc ça, c'est sur oui. Donc, moi, je découvre les posts en même temps que tout le monde. D'accord. Mais en revanche, j'ai vu les photos à l'avance. Donc voilà, plus ou moins. Ensuite, il y a d'autres réseaux comme Facebook, Pinterest, LinkedIn, qui sont des réseaux très importants et sur lesquels la communication est très différente. Je ne vais pas du tout mettre pareil sur Instagram que sur LinkedIn. D'accord. LinkedIn, ça va être une com plus corpo, qui va intéresser les gens de LinkedIn, aiment savoir peut-être comment on se comporte par rapport à une décision qu'on va prendre stratégique sur... un partenariat ou sur un article qui est sorti dans la presse. Comme plus institutionnel, en fait. Plus institutionnel. Facebook, j'allais dire, on n'est pas encore trop branché là-dessus, mais ça va être quelque chose de plus people. Voilà, j'ai fait l'appartement de Bradley Cooper à New York. Est-ce que vous voulez voir des photos? Bon, là, j'ai pas. C'est vrai, mais j'ai pas de photos. Je peux te montrer la photocopie du virement, si tu veux. Donc Bradley Cooper, effectivement. Donc ça va être quelque chose d'un peu plus people, plus Facebook. On est un peu moins. Alors c'est plus difficile pour nous parce que nous on est les fabricants. Donc c'est mon client qui va être en relation avec Bradley Cooper ou avec Gina Davis ou avec d'autres stars. Mais typiquement Facebook ça va être plus ça. Donc chaque réseau social. Donc moi j'allais dire un petit tips pour celui qui veut ouvrir sa page. Ouvre celui qui te paraît le plus intuitif pour toi. Si tu es quelqu'un de très branché people, que tu dînes avec Bradley Cooper et que tu déjeunes avec Macron, ouvre Facebook. Démarre sur Facebook tout de suite et raconte. Si tu es quelqu'un de plus esthète, etc., il y a Pinterest aussi qui est extraordinaire parce qu'on fabrique, nous, tous les moodboards, par exemple, les décorateurs avec lesquels on travaille. Je sais qu'à un certain moment, ils vont aller sur mon Pinterest, ils vont faire des moodboards. Après, ils vont me dire, voilà, la cliente a aimé ça et ça et ça. Donc, la présence sur Pinterest est très importante. J'adore. Moi, Pinterest, j'adore. C'est quoi un moodboard ? Un moodboard, c'est en fait, par exemple, tu as une réunion design avec une cliente qui veut faire 3 salles de bain chez elle et elle va aller sélectionner sur ta page les choses qui l'inspirent et qu'elle trouve bien. Elle fait des screenshots, elle te dit voilà ce que j'ai bien aimé. Donc déjà, tu sais tout de suite où tu veux aller, quelle direction on va partir sur la créa de telle cliente. Donc c'est très intéressant parce que ça fait gagner un temps fou. Au lieu d'envoyer un catalogue entier, de lui dire, bon, t'as aimé quoi? Et elle va essayer de dire, mais c'est pas les bonnes couleurs, et ça, et ça, et ça. Elle va aller et elle va tac, 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 tac. C'est aujourd'hui l'outil. Aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin d'être très guidés. Alors, on est dans un monde visuel, mais les gens ont moins d'imagination qu'avant. Ils ont tendance à aller choisir, à décider ce qu'ils veulent parce que d'autres l'ont fait d'abord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Avant, on recevait, il y a une vingtaine d'années, on recevait de la part du décorateur quasiment presque des aquarelles qui faisaient à la main. La cliente, elle veut ça, ça, ça. Il y avait peut-être plus d'imagination, mais le processus était beaucoup plus long. Moi, je veux le même modèle que Bradley Cooper, par exemple. Voilà. Si tu veux, je te le fais. Okay. Pour pas cher. Non, mais le même, s'il te plaît. Non, mais c'est pour un petit peu illustrer ce que tu dis. C'est que... Voilà, on est plus sur des tendances et ça, c'est le phénomène des réseaux sociaux, notamment. Et du monde visuel dans lequel on est. On voit beaucoup de choses et du coup, ça nous suggère des envies. Et j'ai envie d'un truc que j'ai déjà vu.
Très bien. Donc là, Pinterest, c'est un réseau social qui est bien pour le coup. Je connais pas. Si, je l'utilise pas, mais je connais. Voilà, en général, les gens qui utilisent Pinterest, c'est plus dans des métiers d'architecture, de décoration, de mode, des choses qui sont plus liées au visuel. Très bien, ok. Super. Peut-être, parce que tu racontes de belles histoires. Ouais, la maison Hetmanos raconte de belles histoires. Est-ce que ça fait partie des petites joies que tu t'es découvertes, de raconter un peu l'histoire du produit, de l'artisan, de voilà tout ce storytelling là qui est. C'est pas faux. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps. C'est la première fois que on m'a dit mais l'histoire est géniale, faudrait que tu la racontes. C'est notre fils cadet, Chalif, qui a 23 ans maintenant. Et qui souvent redit, là, depuis qu'il a un peu, genre 19-20 ans, il dit, vous vous rendez compte que vous avez fait ça comme ça, mais tu te rends compte que tu as fait ça. Et je lui dis, mais enfin, ça va. Il me dit, mais maman, mais est-ce que tu réalises que c'est incroyable et que ce soit lui qui l'a vécu en même temps que nous, parce qu'il a 23 ans, donc ça veut dire qu'il a vécu 23 ans sur 25. Donc, ouais, mais il l'a vécu, mais pas... Mais pas apparemment, de la même manière que vous. Voilà, pas de la même manière, bien sûr. Mais en même temps, je me suis dit, et lui, il est très très sensible à ça. Il nous dit, il faut raconter les choses. Donc, il a d'ailleurs une super connaissance des réseaux sociaux. Donc, avec un œil de 23 ans, parce que les experts en réseaux sociaux, ils ont 23 ans. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas du tout expert. Hein. D'ailleurs, ça s'est beaucoup bien entendu. Généralement, il m'est arrivé tout au début de faire des réunions dans des cafés avec des jeunes de 24 ans. C'était marrant de dire, alors, à ton avis, je dois faire quoi? Et le petit jeune, ah si, madame, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Voilà, ils sont très bons. Ils sont très bons et puis il faut les écouter. Aussi. Parce qu'ils ont vraiment... Il faut s'entourer de plus jeunes que soi pour pouvoir garder... Non, mais ça, pour le digital, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et il m'a dit, je me souviens de ce jeune à qui j'avais parlé il y a quelques années, il m'avait dit, pour ce qui concerne de votre site de vente en ligne, parce qu'on n'avait rien à vendre en ligne à l'époque, il m'a dit, il vaut mieux que vous en démarriez maintenant, et le jour où ce sera incontournable, vous serez prêt, parce que ça va être incontournable. Donc, faites-le déjà comme ça pour vous amuser, mettez n'importe quoi dessus. Et puis, donc, quand on a commencé à travailler notre e-shop, on avait pratiquement, c'était vraiment, voilà, pour s'amuser un peu. C'était pas une nécessité vitale. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui se lancent dans l'entreprise et pour lesquels le site de vente en ligne est une stratégie, mais essentielle. Donc là, effectivement... nous, on a un réseau de distribution, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on vend, on a des clients dans le monde, c'est pas le e-shop qui me fait vivre. En revanche, je sais que petit à petit, au fur et à mesure, il prend de l'importance. Là, on commence à avoir des commandes toutes les semaines. Okay. Avant, j'avais une commande par mois, une commande toutes les 6 semaines. Là, c'est toutes les semaines, et des fois, on a 2 commandes dans la semaine. Donc là, tac, 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 ça en fait, l'intensité augmente tout de suite. Nous, on voit bien que la communauté de followers sur Instagram, elle est presque à 20 000 abonnés naturels, ce qui est très important pour une petite marque marocaine. Donc, c'est le moindre post sponsorisé a un impact important. Non, donc on commence à... C'est très bien, hein. Vous êtes, j'allais dire, encore une fois aux avant-gardes, même sur les réseaux sociaux, en termes de communication, en termes de présence, c'est très très bien. Hein. Bravo, pour une petite marque marocaine, vous pouvez, je pense, rivaliser avec les marques parisiennes ou d'autres marques dans le monde. Alors, j'aimerais qu'on parle, si tu veux bien, du leadership, du rôle de leadership que tu as pris dans le secteur de l'artisanat. Donc, 35 ans, donc jeune femme entrepreneur dans le secteur, et tu présides la Fédération des entreprises d'artisanat qui venait de se créer. Peut-être la question, je comprends que ton engagement, le contrat-programme, l'ambition qui était de soutenir le secteur dans ses différentes filières pour accompagner justement peut-être la mise à niveau et le développement de ces entreprises. Un tissu dans l'artisanat, il n'y a pas de... parce que je t'ai entendu évoquer les champions nationaux. Effectivement, dans l'artisanat, il n'y a pas vraiment de champions nationaux. C'était pourtant prévu. Ouais. Mais c'était peut-être prévu. Est-ce qu'avec du recul, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Je pense que c'est... pourquoi je te pose cette question? Parce que je pense qu'en donnant le maximum, parce que bon, là, tu as Hetmanos, c'est plein de choses à gérer par ailleurs. Hein. Donc, tu t'es investi, tu t'es engagé. Comment ça t'a nourri? Qu'est-ce que tu as appris?
Et après, on voit, maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu penses de cette... je ne sais pas si c'est une fenêtre qui est toujours ouverte, mais de cette expérience. Alors, tu as évoqué, c'est vrai que j'avais 35 ans. Je reviens 30 secondes sur quelques années auparavant. Mes parents sont très, très engagés dans l'associatif depuis que je suis toute petite. Ma mère plus dans le caritatif santé, puisqu'elle a une association de lutte contre les maladies infectieuses depuis de nombreuses années. Elle travaille à l'hôpital, d'ailleurs, des maladies infectieuses, donc Covid, donc elle travaille beaucoup. Mon père est plus dans les associations sportives, loisirs, etc. Mais ils ont toujours été bénévoles dans des trucs. En 99, je me suis engagée auprès de AFAC, l'association de Harouchi à l'époque. Et puis en 2005, le contrat programme artisanat a été lancé. Et on a été contacté par la CGEM et par le ministère de l'Artisanat, de Adil Douri à l'époque, qui disait on a un contrat programme pour le secteur, mais pour le moment, nos interlocuteurs sont les chambres d'artisanat qui existent depuis de nombreuses années et les délégations de l'artisanat du ministère, mais on n'a pas d'entité qui représente le privé. Il faut savoir que c'était le début de l'existence d'entreprises structurées. Avant, il n'y avait que des coopératives ou bien des artisans, ce qu'on appelle aujourd'hui les mono-artisans. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme de rigueur maintenant dans le contrat programme. Donc, ce qu'on appelle les artisans en petits ateliers, on va dire, travaillent à 3 ou 4, etc. Des petits ateliers, des petites structures. Et on commençait à être un certain nombre de personnes. On avait exposé dans des salons à droite à gauche, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, voilà, les salons en France, aux États-Unis, etc. Bon, on était une quinzaine d'entreprises structurées. On appelle ça des entreprises structurées. On a commencé à se réunir à la CGEM et on a créé la Fédération des entreprises artisanat. Donc, en fait, on l'a fondée et j'ai été élue comme première présidente en 2006. Et c'est 2006, c'était le début. Bon, on remet le contexte. Le contexte, c'est important. C'était gouvernement technocrate. Ça déroulait. Okay. Donc, d'avoir fait ça à cette époque-là, ça a été une super expérience parce que on travaillait, la CGEM était à l'époque, moi j'ai eu une très belle expérience avec la CGEM puisque j'étais aussi membre du conseil d'administration, puisque j'étais présidente de la fédération de l'artisanat. J'étais la première femme d'ailleurs présidente de fédération professionnelle, outre la FEM qui est une fédération de femmes. D'accord. Donc c'était très intéressant. On a fait des voyages, on est parti en délégation, on a été en France, on était au MEDEF, en Tunisie, ça m'a énormément apporté de voir comment ça se passait ailleurs, de voir aussi travailler avec l'administration publique, c'est-à-dire de travailler avec le ministère, de travailler avec les chefs de projet, chefs de mission. On a travaillé sur beaucoup de projets, sur par exemple le répertoire des métiers. Voilà. J'aime bien rentrer un petit peu dans le détail parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait en fait dans toutes ces réunions-là ? Quand vous vous rendez compte que depuis la nuit des temps, l'artisanat du Maroc existe, mais il n'y a pas un répertoire. Vous dites demain, toi tu veux aller savoir quels sont les métiers de l'artisanat du Maroc. Où tu vas trouver ça ? Soit tu te balades à Fès et tu cherches là, ou bien à Safi, il faut faire le tour du pays. Ouais. Mais un répertoire. Faut faire un sujet de recherche. Voilà. Quoi. Un répertoire, répertorier, c'est le début. C'est déjà répertorier, c'est déjà voir ce qu'il y a. Et ensuite, on identifie les problématiques, les problèmes d'accès à la matière première. Il y avait des tas de questions qui étaient liées, notamment à l'appui à la production. Donc, toutes les problématiques, il y en a beaucoup. Les problématiques de formation, de trouver les artisans, de comment les métiers se transmettent, les centres de formation professionnelle, etc., liés à l'artisanat. Je ne parle pas des autres centres de formation. J'ai beaucoup appris à cette époque-là parce que j'ai beaucoup appris sur les autres filières que la mienne. Parce que finalement, quand tu travailles dans ton atelier et que tu es exportateur, dans ta grotte, tu vois personne. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton pays. Et ça m'a forcé à faire le tour du Maroc, à apprendre sur le tapis, à apprendre sur la dinanderie, que je n'avais aucune idée de comment c'était fabriqué. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur les autres métiers et ça m'a encore plus passionnée. C'est-à-dire me dire, mais on a le plus bel artisanat du monde. On a des métiers incroyables, clairement. On a des savoir-faire incroyables, on a des qualités de finition, on a des ma'alem qui sont capables de faire des trucs sur mesure de dingue, on a des tissages, des broderies fabuleuses. Je peux parler de ça pendant des heures parce que j'ai eu la chance de rencontrer des grands artisans. Et ça, c'est ce que j'ai le plus retenu de mon parcours,
Et c'est pour ça qu'après, il y a des trucs positifs qui se passent, des contrats programmes qui ne sont pas respectés. J'ai signé devant Sa Majesté, qui a été une expérience incroyable, le 20 février 2007, parce que tu as la photo là. Oui. Donc, j'ai eu l'immense honneur d'être décorée ce jour-là du Wissem. Donc, c'est des moments solennels qui marquent, parce qu'on n'est pas préparé. Je ne savais pas. D'accord. Okay. Donc, on n'est pas préparé. On a conscience qu'on est quand même dans une aventure qui nous dépasse un peu. On l'a distingué. Oui, tout le monde écoute, tout le monde regarde. Moi, j'étais avec les membres de ma fédération que je respecte et que je salue vraiment aujourd'hui parce qu'ils ont été extra avec moi, parce qu'ils m'appelaient bébé présidente, parce que c'est un secteur où il y avait des gens plus âgés que moi, souvent des hommes qui avaient l'âge de mon père ou plus. Très arabisant. Moi, à l'époque, j'ai été obligée de me remettre à l'arabe parce que j'avais beaucoup de discours à faire en arabe. Ça a été très difficile. J'ai beaucoup travaillé. J'ai repris mes cours d'arabe. J'ai mis beaucoup de cœur à cet ouvrage-là parce que j'avais conscience que ce que je faisais avait de l'importance et surtout on pouvait tous ensemble, parce j'étais loin d'être toute seule. Avec cette équipe-là, on se réunissait avant les réunions au ministère, on se mettait d'accord, on arrivait et puis on faisait un poids parce qu'on était tous d'accord. C'était un moment extra. Tout le monde bien rangé derrière la chef. Oui, on était le bébé chef. En ordre de bataille. mais c'est génial parce que quand on arrive et qu'on est d'accord, on discute avant. Mais quand on arrive là-bas, on est tous d'accord. C'est ça, c'est d'où l'intérêt de... Voilà, personne qui dit « Ah non, moi... » L'intérêt de suivre la chef. Mais j'ai quand même posé la question qui fâche. C'est avec tout ce potentiel de l'artisanat, n'est-ce pas ? Oui. Tu disais, on a des choses incroyables, et même au niveau international, on a peut-être l'un des plus beaux artisanats au monde. Ça souffre beaucoup en ce moment. Pourquoi... Enfin, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus à partager, mais pourquoi on n'y arrive pas, on n'y est pas arrivé, juste à... Peut-être que tu as les objectifs du contrat programme de 2006-2007. Pourquoi... Enfin, c'est peut-être une question qui n'a pas de réponse. Mais... Si, bien sûr qu'il y a des éléments de réponse. Il n'y a pas une réponse, il y a des éléments de réponse. La principale raison, c'est que les gens qui ont suivi, le contrat programme était pourtant signé devant Sa Majesté. Moi, je déplore qu'il n'y ait jamais eu d'évaluation. Parce que, comme je dis toujours, il y a mon nom. J'ai signé ce contrat, on le voit bien sur la photo. Et un jour, on va venir me demander des comptes. On va me dire, il y a de l'argent qui a été mobilisé du contribuable. Pourquoi on n'a pas créé ces centaines de milliers d'emplois qu'on nous promettait ? Où sont les zones d'activité d'artisanat ? Il n'y en a pas une seule. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur la zone d'activité d'artisanat de Casablanca, le modèle pilote. J'ai passé des dizaines d'heures à monter un projet pilote. Et on nous a promis un terrain. On nous l'a signé devant le gouverneur. Et tout d'un coup, le terrain disparaît et il est attribué à d'autres personnes. Il y a des choses pas normales qui se sont passées. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un problème de continuité. Et pourtant, dans les contrats programmes, ils avaient été, à l'époque, ça a été une idée qui a été mise en place pour engager tous les ministres, quels qu'ils soient, qui se succèdent, puisqu'un contrat, comme son nom l'indique, est un contrat qui dépasse les gens qui passent. Donc les ministres arrivent, les contrats sont signés. La vision, c'était 2007-2015. Adil Douiri, il est parti en 2008, je crois, ou 2009. Quand il est parti, on a travaillé en fait 3 ans, 2006, 2007, 2008, 2009. Et puis au bout de la 3e année, tac, il y a eu un coup d'arrêt parce qu'il y avait des décisions sur lesquelles les ministres qui sont arrivés derrière, dont je ne citerai pas les noms, ils sont revenus sur des décisions, notamment par exemple sur les questions de couverture sociale, couverture médicale de l'artisan, des choses très importantes qui n'ont pas été faites et qui étaient au contrat programme. Donc il y a des anomalies qui sont graves. Il y a des très grosses dépenses qui ont été... Il y a énormément d'argent. C'était la première fois que l'État mobilisait des moyens importants alors qu'avant, on n'avait pas d'argent. L'artisanat n'avait pas d'argent. C'est ça, ok. D'accord. Donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec beaucoup d'argent. Il y a énormément d'argent qui a été dépensé pour la promotion. Alors, c'est très important de faire de la promotion. Il y a des très belles campagnes dont tu te souviens peut-être sur les 4x3, sur les métiers d'art, les très beaux films qui ont été faits, qui sont passés. Et ça a été très positif parce que dans l'esprit des Marocains, les Marocains ont toujours été fiers de leur artisanat. Mais là, ils ont commencé à acheter. Il y a de l'innovation. On parlait tout à l'heure des années 90, mais à partir des années 2000, on a vu qu'il y avait vraiment de l'innovation, du design.
qui était rentrée dans le... Rappelle-toi, dans les bijoux, les petites mains plus modernes, c'était la petite main, mais un petit peu designée, qui avait été faite. Il y a, dans le tapis aussi, il y a eu de l'innovation dans les qualités. Donc, il y a eu un travail qui a été fait et qui fait que le Marocain a commencé à peut-être plus consommer, plus acheter de l'artisanat, mais pour la structuration des unités de production, on n'a malheureusement pas vu les effets que... Moi, je suis restée vraiment sur ma faim. Et vraiment. Et les zones d'activité, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, à mon avis, avec pas tellement de moyens, parce que la zone d'activité, c'est quoi? Dans le monde entier, dans les pays qui se disent développés, structurés, mais les industriels, c'est un tapis rouge qu'on te fait quand tu es industriel. Déjà, le foncier. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs qui nous écoutent. Déjà, où est-ce qu'ils se mettent? Avant même d'ouvrir un compte Instagram, tu te mets où pour produire? Tu te mets où pour produire? Tu as besoin de 500 mètres carrés. Nous, on est maintenant, on a mis des années, on a été obligé de s'endetter sur nos deniers personnels pour accueillir des ateliers, se mettre sur 5000 mètres carrés. Mais sinon, c'est normal d'attendre 20 ans pour avoir 5000 mètres carrés que tu achètes en ton nom personnel. Il y a des choses anormales. Trop risqué. Parce que les industriels, et moi je ne parle pas que pour les artisans, mais pour les industriels en général, il y a une politique du foncier qui pose un vrai problème ici. On se met où et à quel prix? Moi j'ai un frère qui a une usine, il fait du bâtiment modulaire, ça fait des années qu'il cherche à s'agrandir, il ne trouve pas où se mettre. C'est un industriel. Donc ça veut dire qu'autour de nous, on discute, on a tous les mêmes problèmes. Et ça fait des années qu'on attend. On attend quoi? On ne sait pas. Non mais moi, la question que je voulais poser, c'est vraiment le potentiel. Je suis ravi qu'on soit d'accord par rapport au potentiel que notre pays a sur l'artisanat. Et moi, j'ai envie que tous les artisans aient une page Instagram et un site e-shop. Et je suis sûr que ça marcherait si c'était bien animé. Tu vois? Alors aujourd'hui, il y a des nouveaux artisans. Enfin, je pourrais t'en citer plein parce que moi, je les repère justement sur Instagram et il m'arrive de les contacter, de les faire venir ici pour discuter. Je suis tombée sur une jeune qui fait de la poterie qui s'appelle Bouchra Boudoua, par exemple. Il y a New Tangier, il y a plein de jeunes artisans. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Je sais pas, elles ont moins de 30 ans. Ils ont moins de 30 ans. Et ils ont des e-shops, ils font des productions super, ils galèrent en production parce que évidemment ils ont des problématiques, toutes les problématiques dont je viens de parler. Quand elle vient là, elle me dit mais je me mets où? Elle a le design, elle a le compte Instagram, elle a le style, elle sait comment faire, elle sait créer son e-shop. Shopify, en 2 jours, elle te crée un site e-shop sur Shopify. Moi, j'ai mis du temps, hein. Je me suis fait aider. Donc aujourd'hui, on reste fixé sur des problèmes qui auraient dû être réglés largement ces 20 dernières années. Il faudrait pouvoir incuber ces jeunes entreprises. Matériellement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Ralia, je vois que le temps passe. Il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est le mentorship. Oui. Sujet que je ne pouvais pas ne pas aborder. L'importance d'un mentor. Donc toi, peut-être que tu peux nous en parler vu de tes années d'expérience. Il y a des mentors qui t'ont aidé. Énormément. Et peut-être nous faire toucher du doigt, c'est quoi la relation avec un mentor? Est-ce que quelqu'un qu'on appelle pour, entre guillemets, livrer les difficultés, ou bien c'est une espèce de juste quelqu'un à qui on rédige un mail un peu froid et qui vous donne les instructions petit 1, petit 2, petit 3? Quel type de relation c'est et pourquoi c'est important d'avoir des mentors? Alors, c'est essentiel. Pour moi, le mentorat, j'ai eu énormément de chance parce que je ne parle pas au passé parce que j'espère les garder toute ma vie. J'ai des mentors qui m'ont énormément apporté. Et ils ont des profils très différents. C'est comme si vous aviez des anges gardiens. Pour moi, un mentor, c'est un ange gardien. Et j'essaye aujourd'hui d'essayer d'être la mentor de personnes parce que j'espère pouvoir aussi apporter à certaines personnes ce que j'ai la chance d'avoir de mes mentors. Ça a commencé très tôt. Je pense que j'ai eu besoin... j'ai écouté parce que souvent les mentors ils vous lancent la perche parce qu'ils veulent pas un mentor, ça ne s'impose pas. C'est une espèce de une chimie qui se fait à un moment. Le mentor il aime bien le petit jeune qui est en face, qui est en train de faire s'agiter dans tous les sens, mais qui fait quand même des trucs sympas. Et de l'autre côté, il faut que le jeune se dise ah tiens
il y a une relation, parce qu'en fait, le mentor, ça circule dans les deux sens. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir des mentors. Alors, c'est pas du tout des gens avec des relations classiques, encadrées, mail, je te réponds, etc. C'est un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que on s'appelle pour échanger sur des fois juste rien du tout. Une chose, une autre. Il vous suggère des choses. Vous pouvez lui faire part de vos difficultés. Et avec le recul qu'il a, il va vous donner un éclairage qui est très souvent très intéressant. D'abord, souvent, beaucoup d'apaisement. C'est la première chose à faire quand on est un entrepreneur, c'est d'être apaisé. Quel que soit le problème, quel que soit le projet, c'est de faire les choses dans le calme. Et le mentor, et souvent, la jeunesse fait que on n'est pas toujours très calme. Et un mentor vous apporte ça, plus l'expérience et une manière de voir les choses différentes. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des mentors qui ne sont pas du tout dans le même univers que vous. Okay. Donc ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai un mentor auquel je pense, que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Hamid Ben Brahim Andalousi, qui est dans l'aéronautique. Donc ingénieur aéronautique, les avions, les moteurs d'avion, etc. On pourrait se dire, mais de quoi ils parlent ces deux-là? Et un jour, on était ensemble dans une réunion il y a très longtemps. Et il m'a dit, j'ai beaucoup aimé ta présentation que tu as fait sur l'artisanat et tout ça. J'ai dit, oui, non, mais dis-moi plutôt ce que je dois changer ou ce que je peux améliorer. Il m'a dit, ça t'intéresse? Il me dit, bon, alors, on va discuter. Et là, on a commencé à se voir. À l'époque, j'avais un dossier un peu brûlant avec des journalistes quand j'étais présidente de la Fédération de l'artisanat. Il m'a donné de bons conseils sur mes relations avec les journalistes, par exemple, qui est un type important quand on est... Quand même, c'était important. Et puis, aujourd'hui, à mon tour, je trouve que le mentoring, c'est un témoin. On est au milieu. Là, vraiment, j'ai la sensation d'être un peu au milieu. J'ai toujours mes mentors que j'adore. Et puis, je commence aussi à avoir des jeunes. Je te parlais tout à l'heure de Bouchra Boudoua ou d'autres. Et d'essayer de transmettre. Parce qu'en fait, on a comme une sorte de lecture de ce que la personne est en train de vivre. Et je vois des petites solutions qui, moi, me paraissent évidentes, mais j'ai envie de lui transmettre qu'elle galère moins. Et en même temps, je me dis qu'un jour, quelqu'un aussi aidera mes enfants. Moi, mon grand-père me disait souvent ça. Mon grand-père Septi me disait « Ah, mais de toute façon, il faut toujours aider quelqu'un parce qu'après, il aidera ton enfant qui aidera de tout. » C'est comme une chaîne. Le mentorat, c'est un peu comme une chaîne. Et ce qui nous intéresse en ce moment, c'est qu'on est en train de créer une fondation, la fondation Ait Manos, qui a pour thème de vraiment encadrer et puis aider des femmes artisanes qui sont dans le domaine du tapis et d'avoir... Alors là, c'est un peu plus que du mentoring, parce que là, c'est un encadrement, un soutien, parce qu'elles sont cloisonnées, parce qu'elles sont dans des villages reculés dans le Haut-Atlas, et elles ont des savoir-faire extraordinaires. Bon, toujours le tapis, moi, j'adore le tapis. Le tapis marocain, c'est extrêmement intéressant. La différence qu'il y a dans la manière de travailler, sur les motifs, ce que racontent les motifs, la manière dont les femmes travaillent ensemble, l'histoire, etc. Tout ça autour du tapis. Donc en ce moment, on travaille sur le soutien de cette association qui s'appelle Al-Anwar et qui est dans la vallée d'Aït Sartaq, dans la région de Tahnaout, là, dans le Haouz. Et alors ça, c'est un peu plus que du mentoring, on va dire. C'est plus une fondation pour soutenir des activités qui puissent être vraiment génératrices de revenus auprès de ces femmes artisanes. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils? Moi, j'aimerais pas avoir tes conseils que tu donnes à tes enfants. Tu vois, les 2-3 conseils de bon sens, hein, mais pour simplement qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent qu'ils réussissent leur vie, et alors qu'ils sont dans un âge où ils se construisent. Bon, moi j'ai 3 enfants là qui ont un âge où 26 ans, 23 ans et ma fille qui a 16 ans. Donc ce sont des adultes. Et je leur ai toujours dit, ça les fait marrer parce que je les saoule un peu, je crois. Mais je leur dis souvent, écoute ta petite voix. La petite voix, il y a toujours une petite voix au fond qui
qui te dit non, là, tu vas pas, c'est pas bon là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Et souvent, j'ai un de mes garçons qui avait fait, qui a été embarqué quand il avait 6-7 ans, son copain avait jeté des cailloux sur la voiture du directeur, une grosse bêtise. Et puis, lui, il l'avait pas fait. Mais il s'était bien marré. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as pas fait, toi? Il m'a dit, maman, ma petite voix m'a dit de pas le faire. J'ai dit, bon, alors c'est cette petite voix-là qu'il faut toujours écouter. Il y a beaucoup de petites voix. Hein. Il y a la voix de la raison, de la conscience, et il y a l'intuition dont tu parlais tout à l'heure. Il faut apprendre à écouter les petites voix. Hein. Ça revient au même, en fait. Hein. Ah ouais, c'est la même. Je sais pas, peut-être que c'est la même. On va peut-être faire une découverte philosophique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une devise familiale, parce que je sais, quand on avait discuté du podcast, tu avais dit qu'en fait, ce qui t'intéresse, c'est comment saisir les opportunités, que souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines personnes ont su saisir. Alors, là c'est plutôt une devise familiale. Ma mère nous a toujours dit, en fait, oui, les opportunités, mais c'est la fonction qui crée l'organe. Donc, on a toujours tendance, chez nous, à plutôt dire que c'est toi qui la fabriques, ton opportunité. D'accord. C'est-à-dire que c'est tu as envie d'un truc, tu vas fabriquer autour la fonction qui va créer l'organe qui va te permettre d'arriver à cette fonction. Okay. Donc, les enfants, oui, on les secoue beaucoup, hein, les pauvres. Non, mais voilà, c'était vraiment ce que je cherchais. C'est vraiment des conseils il n'y a pas plus beau que les conseils qu'on souhaite transmettre. Des conseils de vie. Peut-être plus être aussi un exemple, et c'est ça qui est aussi plus lourd, c'est-à-dire qu'on se dit souvent, les enfants, ils finissent par faire un petit peu, ils ont des modèles, alors ils voient, et au bout d'un moment, ça finit par faire son chemin. Mais je ne sais pas si les conseils, à partir d'un certain âge, ça peut être pesant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les conseils, on va aller les chercher. S'ils vont chercher le conseil chez quelqu'un, si eux-mêmes se trouvent leur propre mentor, qu'ils auront choisi, à ce moment-là, ils vont demander des conseils. Je ne sais pas. Alors là, on vient un peu sur les questions qui sont liées à l'éducation des enfants. Pour mon expérience, c'est difficile, le conseil chez un jeune adulte. Difficile parce que c'est lourd. Et qu'ils y voient peut-être quelquefois ton intérêt à toi de parent. C'est pas désintéressé. Oui, mais c'est ce qui est pas faux. Oui. Ce qui est pas faux, parce qu'on va pas... Écoute, tu sais, tu devrais aller en Nouvelle-Zélande, il y a une opportunité là-bas. Moi, j'ai envie qu'ils restent pas trop loin de nous. Écoute ta petite voix qui te dit de rester. Non, par contre, il faut voyager, il faut avoir plein d'expériences. Nous, on les pousse beaucoup à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, mais les conseils, je ne sais pas. Tout à fait. Alors, on va parler, pour finir, de livres. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré, qui ont une résonance particulière? Alors, pour les livres, je crois qu'il y a plusieurs... Il y a des livres qui m'ont marqué dans ma jeunesse, ou des livres qui ont un peu comme ouvert une porte un peu sur des univers différents. Très jeune, j'ai été très attirée par les livres, comme par exemple Boris Vian, il y a eu un tournant. Je pense que je suis devenue un peu adulte quand j'ai lu L'écume des jours. Ça a un peu effrayé ma mère, parce que j'adorais ça, l'humour noir, c'est noir quand même. Hein. Et elle n'était pas du tout dans ces univers-là, elle était terrorisée que j'aime ça. Donc il y a eu un des tournants quand j'ai commencé à lire des livres comme ça, où moi j'ai toujours beaucoup aimé jouer aux échecs, quand j'ai découvert Stefan Zweig avec le joueur d'échecs aussi, avec ce côté folie, où on peut devenir fou avec des choses comme ça. Et ensuite, là récemment, depuis quelques années, on parlait tout à l'heure de la lenteur au début de l'émission, et est-ce que c'est parce que j'ai une vie très 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 rythmée et assez intense la journée? J'ai découvert le roman japonais. Alors là, c'est l'éloge de la lenteur. C'est l'éloge de la lenteur. J'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelait La formule préférée du professeur, Yoko Ogawa, et qui fait l'éloge d'une certaine lenteur, de quelqu'un qui reste coincé, qui a un accident, un scientifique qui est professeur de mathématiques, chercheur de très très haut niveau, qui a un accident tout bête,
Et puis, il a un choc au cerveau, il reste bloqué Mhm. à une certaine époque. Et du coup, sa vie, ça devient une espèce de truc qui dure. C'est assez intéressant. Et puis, toujours dans les romans japonais, moi, j'adore Haruki Murakami, là, qui nous fait mourir, qui nous fait attendre le 3e volume de Le meurtre du commandeur. Je connais pas, c'est bien. Ok. Moi, j'adore. J'ai lu les 2 premiers volumes et quand je suis allée à la librairie pour acheter le 3e, elle m'a dit « Mais attendez, vous connaissez pas le scandale? Il fait attendre ses lecteurs. Ça fait 2 ans qu'on attend le volume numéro 3. » J'ai dit « Vous allez pas me dire que le volume 3 n'existe pas. Je vais mourir. » C'est un artisan aussi, lui. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Alors lui, il nous fait attendre. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on attend le volume 3. Voilà. Après, Stefan Zweig, j'ai beaucoup aimé aussi Le Monde d'hier. D'accord. Je ne vais pas raconter ce qui lui est arrivé après parce que c'est trop triste, mais le regard comme ça sur un siècle d'un auteur qui est Stefan Zweig. On en a parlé beaucoup avec les enfants ces derniers temps. On relit Stefan Zweig en famille un peu là. Ok. Ouais. Tout le monde. Une source d'inspiration. Oui. Très bien. Non, mais c'est en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Hein, l'histoire d'Aitmanos, les débuts, tous vos efforts pour développer et structurer l'activité. Et puis c'est une belle aventure. Bravo pour ce que vous avez fait. Moi, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. J'en ai tiré, je pense, beaucoup de choses. Tu nous as donné des belles perspectives. Tu vois, le mentoring. Les réseaux sociaux, il y a des belles choses à construire. Donc merci beaucoup pour ton temps. Et puis à très bientôt. Bon vent pour Aitmanos, pour tous vos projets. Et puis alors on disait qu'à la fin de l'épisode, on allait pouvoir se mettre d'accord sur une offre pour des petits produits, pour des tables. On mettra ça dans le résumé de l'épisode. Faire, bien sûr. Voilà. On peut faire un code, on l'a déjà fait. Ah bah voilà. On peut faire un code promo. Oui, on peut travailler là-dessus. Avec plaisir. Donnera. Super. Faire un code promo pour les auditeurs de ton. Super. Merci Karim pour beaucoup. le temps passé à s'intéresser à notre histoire et à notre aventure. Merci J'ai beaucoup appris et franchement bravo pour ce que vous faites. C'est un univers. Vous êtes dans le beau. J'avais une question sur le beau. Qu'est-ce que ça inspire le beau? Pourquoi c'est essentiel? On a de la chance d'évoluer dans un bel univers esthétique. Tout à fait. Et à vous qui nous écoutez, merci beaucoup d'être restés jusque-là. N'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!